Eh bien bonjour. Merci d'être venus aussi trop nombreux. Et donc je vais vous parler de mythologie et je vais vous parler de l'origine des mythes d'origine, en tout cas de la très longue histoire des mythes d'origine. Alors c'est ça le titre. Ça va, tout le monde comprend, mais il y a quand même des mots difficiles en réalité. Origine, ça va, parce que origine, on sait bien que l'origine du mot origine, c'est un mot latin qui veut dire jaillir, sortir de, d'où, naître. Ça va. Mais mythe, c'est un petit peu plus compliqué, parce que mythe, dans notre culture contemporaine, ça désigne un récit erroné. Un récit auquel il faut surtout pas croire. Un récit abracadabrant. Et quand on dit de quelqu'un que c'est un mytho, eh bien c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui raconte des cracks, et auquel on ne peut pas faire confiance, qui raconte des bêtises, qui raconte même peut-être des mensonges. Et les mythes, ce sont donc des mensonges. Et il y a des tas de gens qui s'organisent pour débunker les mythes, par exemple, déboulonner les mythes, démonter les mythes, démystifier, détruire les mythes. Sauf que le mot mythe, c'est un mot grec, mythos. Et mythos en grec, ça désigne un propos, un discours, point. Sans aucun jugement de valeur quant à la fausseté, à la véracité du discours. C'est juste un propos tenu par quelqu'un. Mais quand je dis que c'est en grec, c'est évidemment en grec ancien. Mais quand on dit Grèce ancienne, on dit un peu une bêtise aussi, parce que la Grèce ancienne, c'est très long. La Grèce ancienne, ça dure quelque chose comme 1000 ans, pas loin de 1000 ans. Et en 1000 ans, il peut s'en passer des choses. Regardez ce qui s'est passé chez nous depuis 1000 ans, beaucoup de choses quand même. Et notamment dans la langue. Déjà, si vous essayez de lire Rabelais, peut-être vous allez avoir de temps en temps des difficultés, mais si vous essayez de lire des auteurs du XIIe siècle, vous allez vite avoir beaucoup de difficultés. La langue a changé, les langues évoluent. Le sens des mots évolue. En grec, c'est pareil. Et au temps de la longue histoire grecque, le mot mythos a changé de sens. Au départ, donc, du temps, par exemple, des poèmes homériques, mythos, il s'opposait à épos, qui a donné épopée en français. Et mythos, c'était le discours lui-même. Épos, c'était le contenu du discours. Un peu ce qu'on dirait aujourd'hui signifiant et signifié. Et puis, mythos s'opposait aussi à un autre mot qui est logos, qu'on a conservé dans tous les mots en logie, comme anthropologie, géologie, psychologie, etc., qui lui désigne aussi un discours, c'est quasiment un synonyme à l'origine. Mais peu à peu, ce synonyme a pris un sens moins personnel, moins subjectif, disons, et logos a fini par prendre le sens de discours argumenté, discours rationnel. Démonstration. Et donc le mythos et le logos, ça a pris des sens complètement différents. Le mythos, ça va être assez rapidement, disons vers le 5e siècle, en Grèce ancienne, ça va être un propos incohérent, ou en tout cas qui peut être sympathique, mais auquel il ne faut pas trop prêter d'attention. Thucydide parlait des mythoi. Mythoi, en grec, c'est le pluriel de mythos. Donc il parlait des mythoi, c'est-à-dire des mythes que les grands-mères racontent à leurs enfants. Que les grands-mères racontent aux petits-enfants. Vous voyez que ce n'est pas d'hier qu'on range les contes et les mythes du côté des histoires racontées par des femmes, bien entendu, à des petits-enfants. C'est évidemment un préjugé, parce que dans la vraie vie, ça s'est pratiquement jamais passé comme ça. Mais on opposait donc, déjà, ces histoires racontées aux enfants, par des vieilles femmes, aux récits sérieux, racontés par des hommes, bien entendu, aux récits sérieux qui, eux, tiennent du logos. Alors évidemment, quand on parle de mythologie, on voit tout de suite ce qui se passe, puisque mythos, c'est un discours, logos, c'est un discours, mytho, discours, logie, discours, c'est un discours sur... Quand on a des mots en logie comme ça, logie veut dire que ça va être un discours sérieux, rationnel, argumenté, sur la première partie du mot. Psychologie, ça va être un discours sérieux, argumenté, logos, sur la première partie qui est psyché, en grec, l'esprit. Donc ça va être un discours sur l'esprit. Géologie, ça va être un discours sérieux, argumenté, sur
gai, la terre, etc., etc. Vous connaissez plein de mots en logie. Et mythologie, ça va être un discours sérieux, argumenté, sur mythos, un discours pas sérieux, pas argumenté, auquel seuls les enfants et les grands-mères prêtent attention. Alors on a quand même un petit problème avec ce mot. Et qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Dans la langue commune, c'est quelque chose auquel il ne faut pas croire. Moi, je ne prends pas du tout cette définition-là. Je vais utiliser le terme au sens où l'utilisent les anthropologues, ceux qui font de l'anthropologie, et qui donc étudient l'humanité. C'est-à-dire que ce sont des discours qui parlent des origines. C'est des discours qui disent le vrai sur l'état présent du monde, en racontant une histoire qui s'est passée aux origines. Et dans tous les mythes, il y a toujours un renversement de situation. On vous dit, à l'origine, c'est très précis, hein, c'est au temps où les bêtes parlaient, où les animaux et les humains communiquaient par la parole, c'est ce temps-là, le temps du mythe. À l'origine, eh bien, la mort n'existait pas. Ou elle existait, mais les humains étaient immortels, ou amortels, ils ne connaissaient pas la mort. Ou alors, oui, ils mouraient. Ouais, on mourait. Mais c'était pas très grave, parce que ça durait 2-3 jours, genre une espèce de grippette, bon, puis après, on s'en remettait très bien, et tout repartait comme avant. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une anecdote que raconte le mythe. Et depuis ce qui s'est passé là, cette anecdote-là, que vous connaissez tous, et toutes, eh bien, depuis ce temps-là, la vie est brève. Nous mourons. Nous travaillons pour gagner notre pain, les femmes enfantent dans la douleur, etc., etc. Vous connaissez ce mythe. Et tous les mythes suivent ce schéma-là et vous disent, ah, à l'origine, c'était comme ci, comme ça. Il s'est passé un truc, et je vous le raconte, c'est ça le mythe, et maintenant, c'est comme ça. Puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Ça ne va pas changer. Alors les mythes, il y en a énormément. Je ne peux pas parler des mythes en général, évidemment, il y en a beaucoup trop. Je vais faire un coup de zoom au départ. Vous avez les mythes dits cosmogoniques. Les mythes cosmogoniques, c'est ceux qui vous expliquent qu'au début, il n'y avait rien, grosso modo, il s'est passé un truc, puis après, il y a quelque chose. Hein, c'est l'origine du cosmos. Bon. Alors, une fois qu'il y a le cosmos, c'est bien joli, mais c'est un peu terne, donc il faut animer tout ça. Et donc, il y a des mythes, notamment anthropogoniques. Et les mythes anthropogoniques, ce sont les mythes qui vous expliquent, alors vous retrouvez le anthropo de anthropologie, anthropos c'est un être humain, et donc la deuxième partie c'est gonique, vous connaissez ce mot aussi bien entendu, puisque ça vient du grec gonos, qui veut dire procréation, qui connote la semence, la génération, la genèse, ça vient de là, genèse, généalogie, ça vient de là, tous ces mots sont de la même famille, vous en connaissez plein, sans doute sans le savoir. Et donc, les mythes anthropogoniques, c'est ceux qui vous exposent que, à l'origine, il n'y avait pas d'humains, c'est passé un truc, maintenant il y en a. Et alors, si on fait un coup de zoom, on peut resserrer le zoom progressivement. Et ce qui se passe très souvent dans les grandes mythologies, par exemple à Sumer, mais en plein d'autres endroits, c'est que vous avez un créateur. Alors des fois, ils sont plusieurs, bon, c'est souvent un, rarement une, ça arrive. Parfois une famille, pour faire plusieurs et tout. Ils créent le cosmos, après, ils sont là, et généralement, ils sont très contents. Les créateurs sont souvent, les créateurs divins, j'entends, hein, très satisfaits de leur œuvre. Après, ils se reposent, le 7e jour, par exemple, ils sont contents, ça va bien, voilà, c'est fini, la création, c'est terminé. Mais alors, souvent, ils se disent aussi, après avoir créé le cosmos et la Terre, au bout d'un moment, ils s'ennuient. Ils contemplent tout ça, il ne se passe rien là-dedans, et ils s'ennuient. C'est d'un ennui mortel. Alors ils décident de faire quelque chose pour que ce soit un peu plus rigolo, quoi. Ils créent l'humanité pour animer tout ça. Puis évidemment, ils créent l'humanité, ils ne sont pas déçus au niveau d'animation. Mais une fois que l'humanité est créée, on peut se dire très bien, on a une seule humanité sur Terre. Tout le monde s'entend parfaitement, tout le monde parle la même langue et tout va bien. Ah oui, ça, autrefois, à l'origine, parce qu'il s'est passé un truc qui
fait que maintenant, il y a plusieurs peuples. Ce sont les mythes ethnogoniques qui vous exposent comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul peuple humain sur Terre, mais plusieurs. Ce qui permet de faire des guerres et des tas de trucs intéressants. Mais une fois qu'on a... d'accord, maintenant on a plusieurs peuples. Bon, d'accord, mais au sein de chaque peuple, au moins, là, ça doit aller bien quand même. Ah oui, au début. Mais vous avez des mythes qui vous expliquent, les mythes sociogoniques, qui vous expliquent que, ah oui, au début c'était comme ça, mais il s'est passé quelque chose qui fait que, maintenant, il y a des riches, puis il y a des pauvres, et puis il y a des puissants, et puis il y a des misérables, et puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Et donc, progressivement comme ça, vous voyez qu'en resserrant le zoom, vous avez des mythes qui vous expliquent plein de choses du monde, et ça se termine par une catégorie de mythes spéciaux qui s'appellent les mythes étiologiques, qui vous expliquent les tout petits détails du monde. Pourquoi l'arbre là, il a des feuilles qui sont dentelées, et puis l'autre à côté, il a des feuilles, elles sont lisses autour. Ah, mais c'est parce qu'à l'origine, mais il s'est passé quelque chose qui fait que là, vous voyez les deux arbres. Ou pourquoi, tiens, cet arbre, cet oiseau-là, il a du rouge sur la tête, et l'autre à côté, là, il est tout noir. Ah, mais c'est parce qu'à l'origine, celui qui a du rouge sur la tête, il était tout noir aussi. Mais un jour, il est monté au temps où il n'y avait pas le feu sur Terre, il est monté jusqu'au soleil pour prendre le feu, il l'a ramené sur sa tête, ça l'a brûlé, etc. C'est le pivert. Et donc, etc., etc., etc. Et vous en connaissez plein des histoires de ce genre. Et donc, c'est ce type d'histoire-là qui m'intéresse, moi. Et ces histoires, non seulement, on ne peut pas dire que c'est des histoires fausses, auxquelles on ne peut pas croire. Je pourrais développer ça plus tard, si vous voulez. Mais au contraire, ce sont toujours des histoires qui disent le vrai. Pour les peuples, pour les populations, au sein desquelles elles se racontent. C'est ça le propre du mythe. Il dit le vrai sur le monde, au sein d'une population. Évidemment, la population d'à côté, elle raconte une autre histoire. Et elle considère que l'histoire du voisin, elle est fausse parce que c'est la leur qui est vraie. C'est pour ça que, progressivement, on a considéré que la façon de reconnaître les mythes, c'était de considérer que c'était des histoires fausses. Mais ce sont des histoires fausses uniquement si vous n'y croyez pas. Parce que les voisins, eux, ils y croient. Alors, cette image, juste parce que je l'aime bien, c'est un prof qui est parti avec ses élèves visiter la Grèce. Et ses élèves, après avoir visité le Parthénon, sur un banc public, ils ont trouvé cette bande dessinée. Et donc, ils n'ont pas compris le titre, et ils ont demandé à leur prof ce que ça voulait dire. Il y en a peut-être ici qui savent lire, ça. Aesopoumoutoi, les mythes d'Ésope. Nous, on dit quoi? Les fables d'Ésope. Vous voyez bien que le vocabulaire a changé. Vous voyez bien qu'on a un gros problème sur la signification des mots, parce que fable aussi a changé de sens. Et nous, quand on dit fable, on pense aux fables d'Ésope ou aux fables de La Fontaine, si on ne connaît pas Ésope, pas grave. On ne pense pas, par exemple, aux innombrables dictionnaires de la fable que vous pouvez trouver encore très facilement chez les bouquinistes. Ça ne vaut rien du tout, ça ne vaut pas cher du tout, parce que ça a été des best-sellers absolus du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Il s'en est vendu des quantités invraisemblables. C'est des petits livres, grands comme ça, en général. Ça s'appelle Dictionnaire de la fable. Et si vous l'ouvrez, vous ne s'attendez pas à trouver des fables à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des mythes grecs. Ce sont des anthologies de mythes grecs édulcorés à l'usage des jeunes filles, qui ont eu un énorme succès. Les premiers, je pense, c'est le XVIIIe siècle. Mais là, fable est exactement synonyme de mythe. Donc, voilà, ceci pour simplement régler la question du vocabulaire. Moi, quand je vais parler de mythe, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est une histoire vraie, une histoire fausse, etc. Ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des récits qui disent le vrai là où ils se racontent. Et qui disent le vrai en racontant l'histoire d'un retournement. Autrefois, le monde était comme ci, comme ça. Il s'est passé quelque chose, et c'est ça proprement le mythe. Et ensuite, eh bien, le résultat, c'est que maintenant, c'est comme ça. Donc, je vais parler des mythes anthropogoniques. Vous en connaissez, des mythes anthropogoniques. Là, cette image-là, je l'aime bien, c'est František Kupka. C'est un dessinateur de l'assiette au beurre. Et là, il met sur la même image deux mythes anthropogoniques, celui de droite que vous connaissez bien, qui est celui de la Genèse, et celui de gauche que peut-être tout le monde ne connaît pas, puisque dans la mythologie grecque, vous avez des récits qui vous exposent que c'est Prométhée qui a créé les deux premiers humains, qui les a sculptés.
Et vous voyez ici Prométhée qui a sculpté le premier homme, et maintenant il est en train de terminer la première femme, et j'adore l'humour de Kupka, parce que là, on voit Prométhée qui est en train d'hésiter pour savoir s'il faut bien lui faire un nombril ou pas. Alors, pour aller plus loin, comme les mythes sont innombrables, on ne peut pas dénombrer les mythes, mais que les mythes anthropogoniques aussi sont très nombreux, avant de me lancer dans des explications comme plein de gens ont déjà fait, pas la peine de refaire les mêmes bêtises que les autres, je me suis dit, eh bien, moi je vais d'abord essayer de voir de quoi on parle exactement et faire un inventaire. Donc j'ai fait un inventaire des mythes anthropogoniques. Pour ça, j'ai fait une base de données informatisée. Vous voyez ici une page de ma base de données. Voilà, en voici une autre. C'est les pages là que vous voyez. C'est exactement la même chose qu'autrefois les fiches en carton dans les boîtes de chaussures. Quand on faisait un fichier comme ça, et vous cherchiez pour vous retrouver dans votre bibliothèque ou votre discothèque, quoi. Et puis ça marche très bien, les fichiers dans les boîtes. Hein, depuis Pline l'Ancien, ça marche très bien. Mais maintenant, avec l'informatique, on fait comme ça. C'est pareil. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait exactement. Peut-être que dans le fond, vous n'arrivez pas à lire, c'est même assez probable. Oui, c'est super dur, ouais. Vous inquiétez pas, je vais vous oraliser tout ça. Alors, ça c'est une des fiches. Elles sont toutes faites sur le même modèle. Le modèle, c'est que ici, dans cette case, je transcris la version du mythe tel qu'on le trouve dans la documentation. Dans les récits de voyage, dans les recueils de mythes, dans les textes des anthropologues, etc. Et je le note dans la langue dans laquelle il a été publié, dans laquelle il est accessible. Puis je mets la référence. Comme ça permet de vérifier ce que je raconte. Pour moi, et pour d'autres, s'ils en ont envie. Ensuite, le mythe, je le décompose en ces mythèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un mythème? C'est une unité minimale de mythe. C'est un atome de mythe, si vous voulez, un atome de récit. C'est le plus petit morceau d'un récit. Si je prends un récit du genre... il y avait une forêt dans laquelle se trouvait une vieille cabane. Et dans la vieille cabane vivait une vieille dame. Si je commence une histoire comme ça, vous voyez que c'est une histoire. Puis vous voyez que ça ressemble déjà un peu à un conte. Et puis que ça peut continuer vers une histoire. Si je vous dis forêt, bon bah forêt, ça peut vous évoquer la forêt de votre enfance, enfin vous avez peut-être une image de forêt qui vous vient, mais rien d'autre, ça vous évoque pas du tout une histoire spontanément. Si je vous dis vieille dame, si je vous dis sorcière, ou si je vous dis cahute, si je vous dis chemin, c'est la même chose. Mais si je vous dis, il y avait une cahute dans une forêt, il y avait une cahute. Là, vous voyez bien que c'est un bout d'histoire. On le voit tout de suite. Et bien ça, c'est un mythème. Les histoires, les contes, les mythes sont constitués de mythèmes, qu'on appelle aussi des motifs, qui sont raboutés les uns au bout des autres, comme ça. Et donc, j'identifie ces mythèmes. Quand ils sont présents, je mets 1. Quand ils sont absents, je mets 0. Par exemple, si je dis, dans la forêt, il y avait une cabane. Bon, il y avait une cabane dans la forêt, oui ou non? C'est facile, hein, c'est oui ou c'est non. Bon, ben oui, il y avait une cabane dans l'histoire, donc je mets 1. Ou si je dis, bah, dans la forêt, il y avait un petit chemin, il n'y avait pas de cabane là, donc je mets 0 à la cabane, et puis je mets 1 au petit chemin. Vous voyez, c'est très facile. Et je remplis toute ma fiche comme ça. Vous verrez, plus tard, pourquoi je passe agréablement mes loisirs à faire ce genre de choses. Ensuite, j'indique ici le nom de l'ethnie tel qu'il est indiqué dans la source. C'est-à-dire, les gens disent, bah, ça c'est un récit qui a été recueilli chez les Bororo. Voilà, donc je note là, voilà, l'ethnie, le nom des gens, le nom du peuple. Ici, c'est les Nama. Les Nama, vous savez, c'est un peuple d'Afrique australe. C'est eux qui ont donné son nom à la Namibie. Et à droite, je note, en bleu là, la famille linguistique. C'est-à-dire, ces gens parlent une langue, puisqu'ils ont raconté une histoire. Et donc, l'histoire, elle est racontée dans une langue. Cette langue, quelle est-elle? Et à quelle famille linguistique appartient-elle? En Afrique, on a 4 familles linguistiques. Ici, c'est la famille Khoisan. La famille Khoisan, vous savez ce que c'est? C'est les langues à clic. À clic. Voilà. Donc, ils parlent, eux, ces gens-là, une langue à clic. Je le note, puis ça peut être plein d'autres familles dans le monde, évidemment. Ça a son intérêt, vous verrez plus tard. Et ma fiche, je la géoréférence. C'est-à-dire que cette histoire, quelqu'un l'a entendue, quelqu'un l'a racontée à un endroit particulier du monde, à un endroit du globe. Cet endroit, où est-il? Il a des coordonnées géographiques. Je les note.
Et une fois que j'ai fait ça prend un peu de temps, hein, parce que il faut lire des trucs, quoi, hein, voilà, voilà. Et pour arriver à avoir plus quelque chose comme 1000 récits compilés, il faut lire pas mal de trucs. Et donc, mais une fois que c'est fait, alors, il y a un moment donné où on se dit, où je me dis, moi en tout cas, bon bah là, je peux arrêter, ou ralentir en tout cas, et puis voir ce que ça donne. Évidemment, je sais très bien que j'aurais jamais fait le tour des récits anthropogoniques, des mythes anthropogoniques. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison très simple. Déjà, il y en a plusieurs, mais il y en a une très simple. C'est qu'il y a plein de peuples qui ont disparu avant même que quelqu'un ait l'idée de noter non seulement leurs histoires, mais même leur langue. On ne connaît rien sur des tas de peuples du monde. Vous savez actuellement combien de langues sont parlées dans le monde? Une idée? 7000, grosso modo. Ça dépend comment on compte les langues, si on distingue des dialectes, etc. Mais c'est grosso modo 7000. Actuellement. Beaucoup plus, si on monte dans le temps, si on tient compte des peuples dont on ne sait pas quelle langue ils parlaient. On sait qu'ils ont existé, mais on ne sait pas quelle langue ils parlaient. Et plus encore, si on tient compte des peuples dont on ne sait absolument rien. Mais en tout cas, une fois que j'ai fait ça, quand je commence à faire ce genre de travail, au début c'est facile. Enfin, c'est facile, il suffit d'y passer du temps, c'est vraiment pas sorcier. Il faut lire plein de trucs, et puis voilà, on remplit les fiches. Bon. C'est facile, à chaque fois qu'on ouvre une anthologie, un recueil de mythes, on en trouve des nouveaux qu'on ne connaissait pas, on note, voilà. Puis au bout d'un moment, on trouve des trucs qu'on avait déjà vus. Puis plus le temps passe, plus on trouve des trucs qu'on avait déjà vus. Et il y avait un moment, c'est très difficile de trouver un truc qu'on n'avait pas déjà vu. Quand on arrive à ce moment-là, enfin moi, quand j'arrive à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai sûrement pas fait le tour, mais bon, ça va pas changer grand-chose si j'en trouve 2, 3 autres maintenant, vu le paquet que j'ai, puis vu la difficulté d'en trouver des nouveaux. Et donc, je peux regarder ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Une chose qu'on peut faire une fois qu'on a fait ce genre de truc, maintenant, avec 2-3 clics d'ordinateur. Autrefois, c'était, waouh, un énorme travail pour faire ceci. La carte de répartition des 1729 mythes anthropogoniques qui figurent dans la base de données, ceux que j'ai recueillis. Donc voici la localisation de tous les mythes que j'ai pu recueillir. Cette carte, ce type de carte, vous l'avez vu depuis petit, des centaines de fois, peut-être des milliers. Vous l'avez dans la tête, pas avec les points rouges, hein, la carte simplement, la base, le fond de carte. Vous l'avez tous dans la tête avec la France qui est au milieu du monde, chacun sait ça. L'Amérique qui est à gauche, c'est bien connu. L'Amérique est à gauche, c'est quand même bien connu. Et donc, vous voyez que cette carte, je pourrais continuer, elle pose des petits problèmes. Déjà, ces deux-là que je viens de dire, c'est quand même un petit problème. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est qu'en fait, cette carte, c'est la projection de Mercator. Vous savez, c'est difficile de faire une carte plane d'un truc rond qui est la Terre, qui est une boule qui est la Terre. C'est pas facile, quoi. Donc il faut projeter un truc rond sur un truc plat. Et donc, ça fait un moment que les gens ils se prennent la tête pour essayer de trouver une solution qui colle à peu près. Et la solution qui est très généralement adoptée dans les atlas et tout ça, c'est justement cette carte de Mercator. Comment c'est fait? C'est simplement, vous prenez la Terre, effectivement, bien entendu, vous prenez la Terre, et là où vous allez faire la carte, vous faites le papier, hein, vous l'enroulez comme ça, vous faites un tube, vous mettez la Terre au milieu, puis vous projetez comme ça. Hein, et ça donne, voilà, la projection de Mercator. D'accord. Sauf que cette projection, elle est très bien pour des tas de raisons. Elle est très bien si on navigue avec des navires en bois au XVIe siècle, c'est parfait. Si on veut faire d'autres trucs, c'est beaucoup moins parfait. C'est parfait parce que ça garde bien, c'est une carte qui garde très bien les orientations, les angles. Et donc c'est important quand vous traversez l'Atlantique, par exemple, de ne pas le cap. Voilà. Donc elle est bien, pour ça, ça marche. Sauf que dès qu'on regarde d'un petit peu plus près, on voit qu'il y a des trucs qui vont un peu moins bien. Là, je vous ai mis Paris. La flèche du haut fait 5000 km, la flèche du bas fait 5000 km. Il y a peut-être un petit problème quand même. Les orientations sont sans doute bonnes, mais les surfaces et les distances, pas du tout. Alors, comment faire? On a cherché d'autres solutions. Il y a des gens qui se sont dit, on va faire une projection azimutale. C'est-à-dire, azimutale, au lieu de faire un tube, là, puis vous mettez la Terre dedans, vous mettez au-dessus de la Terre, puis vous regardez par en haut, comme ça. Effectivement, hein, bon, voilà. Et alors, ça donne ça. Alors, c'est super, c'est bien mieux. C'est bien mieux, sauf que pour l'Australie, c'est pas terrible. L'Amérique du Sud non plus, l'Afrique, pas très bonne, voilà.
Donc en fait, ça fait très longtemps qu'on se dit, ouais, il n'y a pas de solution, en fait, il n'y a pas de bonne solution, ce qui tombe un peu sous le sens, quoi. Et il y a quelqu'un, ce monsieur, voilà, qu'on applaudit bien fort, qui s'appelle Peirce. Merci, il le mérite. Peirce, c'est un cinglé complet, c'est un Américain, autodidacte du 19e siècle, qui a passé toute sa vie à apprendre des sciences nouvelles. Alors il a fait de l'astronomie, il a fait de la physique, il a fait de la chimie, il a fait plein de trucs. Et à chaque fois qu'il a... des mathématiques. Bon. À chaque fois qu'il a abordé une science, il a tout assimilé, puis il a inventé des trucs avec. Il a fait du nouveau. Et comme ça ne lui suffisait pas, il a inventé une nouvelle science complètement qui s'appelle la sémiologie. C'est lui. Et donc, il s'est coltiné à ce problème et il a trouvé la solution, qui est la projection quincontiale de Peirce. Voici la carte du monde selon la projection quincontiale de Peirce. Alors évidemment, cette carte-là, vous ne l'avez pas vue depuis que vous êtes tout petit. Donc vous n'êtes pas du tout habitué à lire cette carte-là. Peut-être que c'est au petit moment quand même pour se dire, oh là là, c'est où La Rochelle, là bon, c'est pas évident. Mais vous allez voir qu'on s'y retrouve facilement très vite. Voici à gauche la projection de Mercator à laquelle vous êtes habitué. Celle de Peirce est à droite. Et donc, voici l'Australie. L'Amérique du Nord, l'Afrique, la Méditerranée, l'Amérique du Sud. Vous voyez, c'est bon, vous allez vous y retrouver maintenant. Cette carte-là, non seulement elle garde les bonnes orientations, mais en plus, elle respecte la superficie respective des continents. Et si on compare certains continents particuliers ou certaines zones du globe particulièrement, eh bien, on voit que c'est important parce qu'en haut, Mercator, en bas, Peirce, qui respecte les surfaces réelles. Vous voyez qu'on est habitué depuis tout petit à voir que l'Afrique rentre largement dans l'Amérique du Nord, alors que c'est le contraire. L'Afrique est beaucoup plus grande que l'Amérique du Nord. Donc la projection de Mercator, moi, si vous voulez bien, je préfère l'oublier et utiliser la projection de Peirce. J'ai fait cette explication pour pas que vous soyez complètement désarçonnés, parce que c'est les cartes de la projection quincontiale de Peirce que je vais utiliser par la suite. Donc voici à gauche la carte de répartition de mes mythes telle que je vous l'ai montrée dans la projection, avec la projection de Mercator, et voici celle que je vais utiliser à droite. C'est la même carte, c'est les mêmes données, c'est le même monde, évidemment. La projection est différente. Projection quincontiale de Peirce. Répartition de la totalité des 1729 mythes anthropogoniques recensés pour l'instant. Elle est intéressante aussi, la projection quincontiale de Peirce, parce qu'elle permet de voir ce qui se passe dans cette zone-là. Avec la carte de Mercator, vous avez un bout à gauche, puis un bout à droite, et il n'y a rien du tout. Alors, maintenant, ma carte de répartition, vous pouvez me dire, vous n'allez pas manquer de me dire, en fait, il y a un problème. Qui est, il y a peut-être un problème. Il n'y a rien qui vous embête. Ben voilà, il y a des zones où il n'y a rien. Alors quand on fait un inventaire comme ça, puis qu'il y a des zones où il n'y a rien, mais alors rien de rien, rien, bon, on peut se dire, là, il y a un problème de documentation. La documentation m'a échappé, parce que c'est peut-être écrit dans une langue que je ne connais pas, ou j'ai raté, ça n'est pas accessible, je ne sais pas, ou peut-être il n'y a pas de documentation. C'est intéressant de savoir si c'est l'un ou l'autre, quand même. Ou si c'est que vraiment il n'y a rien. Ah, si vraiment il n'y a rien, c'est aussi intéressant, les vrais vides. Si on regarde les localisations des vides sur ma carte, on s'aperçoit qu'ils correspondent très généralement au grand désert du globe. Là, je vous ai montré évidemment en évidence le Sahara, qui est le plus grand désert du globe. Mais vous avez des vides aussi dans les déserts australiens, dans le Taklamakan, dans le désert du Gobi, dans le désert de Patagonie. Et évidemment que dans les déserts, il faut marcher longtemps avant de trouver quelqu'un à qui poser la question « Dis donc, t'as pas une histoire, toi, sur l'origine de l'humanité à raconter là ?» Et si vous trouvez quelqu'un dans beaucoup d'endroits de ce type, on trouve des gens quand même. Le désert, il n'est pas absolument désert, hein, et on trouve des gens. Et si on pose la question, ils vont dire « Ah, mais je connais une histoire. » Le problème, c'est que je la connais déjà parce qu'elle est déjà dans le Coran. Parce qu'en plus d'être assez vides, ces zones-là
au point de vue des traditions anciennes, des traditions orales très anciennes, ont été laminées par des nouvelles traditions qui ont supprimé les précédentes, ce qui fait et uniformisé ce que les gens vont raconter. C'est-à-dire sur une énorme surface du globe, les gens vont tous raconter la même chose. Alors que si je descends de 200 km au Sahel, eh ben, d'un bout à l'autre de l'Afrique, les gens racontent des tas de trucs complètement différents. Donc, je conclus, je vous la fais bref, mais j'ai vérifié, mes vides, là, correspondent à de réels vides. Il n'y a pas de mythes à recueillir du point de vue des mythes anthropogoniques, en tout cas dans ces zones-là. Et donc, ce n'est pas un défaut de ma documentation, ou parce que moi, je n'arrive pas à lire le chinois, ou des trucs du genre. Alors ça, ce jeu-là, de faire des cartes, une fois que j'ai rempli ma base de données, comme j'ai sélectionné les mythèmes, donc les mythèmes, il y a par exemple l'humanité, elle descend du ciel, elle sort des premiers humains, hein. Ils sont créés comme ça, ex nihilo, ils sortent d'un arbre, autrefois c'était des animaux, je sais pas quoi, toutes les variantes possibles, je peux les cartographier. Je fais clic, hop, ça y est, c'est fait, presque, hein, mais bon, grosso modo, c'est ça. Donc par exemple, je peux faire tout de suite la carte que vous voyez ici, qui est la carte de l'origine céleste de l'humanité. On raconte que, à l'origine, il n'y avait pas d'humains sur Terre. Mais un jour, il y a une femme enceinte qui est descendue du ciel, ou qui est tombée, dans certaines variantes nord-amérindiennes. Plof, elle tombe. Et c'est l'origine de l'humanité. Donc, origine céleste. Donc, je peux faire ça pour tous les types d'origine. Voilà. Par exemple, je peux faire ça pour un autre type de mythe, qui est grosso modo l'inverse du précédent, où les humains, au lieu de descendre du ciel, ils sortent de terre. Alors ces mythes-là, je les ai rencontrés, c'est le mythe de l'émergence primordiale de l'humanité. La première fois dans les Tsodilo Hills, c'est au Botswana. Et j'allais au Botswana pour documenter, disons, de l'art rupestre. Moi, ma spécialité, vraie, en fait, c'est l'art préhistorique, l'art rupestre. Les peintures préhistoriques. Et là, il y en a plein dans ces montagnes-là. C'est pas dans des grottes, hein, c'est en plein air. Les grottes, c'est exceptionnel. Hein. Il n'y a que chez nous qu'il y en a. Partout dans le monde, il y a des centaines de milliers de sites en plein air, avec des peintures qui valent largement celles qu'on a à Lascaux, Chauvet, etc. Mais ça, c'est une autre conférence. Alors, je vais là, et pour voir les peintures. Et donc, c'est un parc national, on ne peut pas y aller comme ça tout seul, on ne fait pas ce qu'on veut. On est obligé d'y aller en petit groupe avec un guide. Donc, je me retrouve dans un petit groupe avec un guide. Et le petit groupe, c'était des touristes, quoi, lambda. Et donc, alors le guide, il nous montre, il y a les peintures là, il nous montre des trucs, on marche un peu, il nous montre d'autres. Alors, le touriste clique, il faut des photos. Puis clic, au site suivant, puis encore clic, puis au bout d'un moment, clic. Puis au bout d'un petit moment, pas clic du tout, quoi. Parce que bon, les peintures, bon, ça va, t'en as vu 10, tu as toutes vues. Bon. Puis les gens, ils commencent à parler entre eux, tout ça. Tu te rappelles quand tu étais au Kenya, c'était bien aussi, hein, tout ça. Bon, voilà. Et donc, moi, je continuais, clic, sans arrêt. Ce qui fait que le guide, il s'est dit, oh, lui, il est un peu bizarre quand même. Normal, les autres, comme d'habitude, quoi, ça les gonfle au bout d'un moment, donc faut que je trouve autre chose. Mais lui, il a l'air vraiment de s'intéresser à ça. Alors il est venu me prendre à un moment donné de la part et il me dit écoute, si tu veux, je vois que ça t'intéresse, je peux te montrer un truc que d'habitude on ne montre pas aux gens, parce que bon, tu sais, les gens ils sont plus ou moins intéressés aussi, hein, c'est normal. Hein. Donc, mais toi, je vois que si tu veux, ça peut peut-être t'intéresser. Alors, je me dis, waouh, trop génial, il va me montrer le truc d'enfer, la peinture incroyable, je voyais déjà l'article dans la revue Nature et tout ça, bon. Et en fait, il m'emmène dans un petit coin tout seul et il me montre ça. Alors je dis ouais, c'est intéressant, tas de cailloux quoi, bon. Et il me raconte, il m'explique d'abord, parce que moi je vois ça, je dis bon, ouais, d'accord. T'oses pas vexer les gens non plus, toi, il t'emmène exprès, tu dis ouais, c'est super, merci. Bon. Et il me dit c'est là, c'est ça là. Il dit ah ouais, d'accord. Ça fait 20 cm par 10, quoi, entre des cailloux, quoi. Et il me dit c'est là que les premiers humains et les premiers animaux sont sortis à la surface de la Terre, après avoir vécu pendant toute une éternité sous la Terre. Et la preuve que c'est vrai, puisque le mythe dit toujours le vrai dans les sociétés où il s'énonce, la preuve que c'est vrai, c'est que sur la pierre à côté, on voit les traces de doigts des premiers humains qui se sont hissés à la surface, parce qu'évidemment, on imagine que ça ne devait pas être facile de sortir là par le petit trou, et donc on les imagine bien en train de sortir comme ça, et ils ont laissé les traces de doigts, parce que tout ça se passait au temps où les pierres étaient molles.
S'il y a des géologues dans la salle, parce qu'on est quand même dans un musée qui fait aussi histoire naturelle, il n'y a pas d'anthropologie dans la vie, hein. Donc si au cas il y aura des géologues dans la salle, ils savent que les pierres là c'est du grès. Ils savent que le grès c'est un ancien sable et un futur sable. C'est un ancien sable et souvent c'est des anciens rivages. Et ici on est bien placé pour savoir que sur les anciens rivages, la mer quand elle bat, elle fait des petites ondulations dans le sable. Et une fois que tout ça est solidifié pour faire du grès, c'est ce que les géologues appellent les ripple marks. Donc c'est des ripple marks. Mais pour les gens qui racontent l'histoire là-bas, qui racontent le mythe, c'est la preuve que l'histoire est vraie. Et c'est la preuve que c'est bien là que ça s'est passé et nulle part ailleurs. Et donc moi j'ai noté cette histoire, j'ai fait une photo. Première fois que j'entendais ça, bon. J'ai fait une photo. Bah, déjà, le gars il aurait été vexé sinon il n'aurait pas fait de photo. Donc, bon, je fais une photo. Et puis voilà, j'oublie ça. Mais un jour, que je me trouvais dans l'Utah, en Amérique du Nord, donc, à Crane Creek, à un endroit où il y a ce rocher qui est surnommé Birthing Rock. Où on était là pour tourner un film, on était avec le monsieur que vous voyez à gauche, qui est devenu un ami, qui s'appelle Bertram Savadava, qui est un Amérindien Hopi. Il n'avait jamais vu ce rocher. Et sur ce rocher, il y a des gravures que vous voyez, que vous distinguez peut-être un peu dans le fond, c'est peut-être pas si évident. Mais il y a un anthropomorphe, c'est-à-dire les préhistoriens ils disent anthropomorphe parce que ça ressemble à un humain, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est peut-être un humain, mais peut-être que non. C'est peut-être un dieu, on ne sait pas. Bon, en tout cas, anthropomorphe. Et il est bizarre parce qu'entre les jambes, il y a un gros truc rond. Alors, il y a eu des spécialistes qui ont expliqué que le gros truc rond, en fait, là, c'était une emphatisation du sexe féminin. Que donc, ça devait être quelque chose comme une mère primordiale, une grande déesse. Voilà. Puis d'autres ont dit, ah ben non, pas du tout. En fait, là, c'est tout à fait médical et c'est bien connu. C'est en fait un éléphantiasis des testicules et c'est des choses qui arrivent. Hein, et voilà. Et c'est parfois représenté sur l'art rupestre. Voilà. Et donc, et puis d'autres ont donné d'autres interprétations, etc. Bertram, lui, qui ne connaît rien à tout ça, il voit la gravure pour la première fois, et puis il dit, ah, le mythe d'origine des Hopis, notre mythe d'origine, qui est un mythe d'émergence. Puisque les Hopis, qui vivaient sous terre depuis toujours, un jour sont sortis par le trou de l'émergence. Voici leur ancêtre, dit-il. Voici le trou de l'émergence, qu'on appelle Sipapou chez les Hopis. Et voici les traces de pas des premiers humains lors de la dispersion primordiale. Ils sont partis en direction des 4 Orients. Et un jour que j'étais en Corée, je me suis dit, tiens, je vais visiter l'île de Jeju. C'est une île qui n'est pas très connue, c'est au large de la Corée du Sud. Hein. Et imaginez, alors la Corée, là, dans ces endroits-là, Jeju, c'est Tokyo, quoi. C'est les gratte-ciel partout, les machines à sous, les lumières qui burlusent, enfin bon, c'est le truc, l'hypermodernité, la ville qui fait un bruit atroce, etc. Enfin, tout ce qu'on peut, l'emblème même de la modernité, tout ce qu'il y a de plus gratte-cielesque. Bon. Et au milieu de tout ça, du trafic de bagnoles et tout, vous avez ça, cet endroit-là, d'un seul coup, avec des petits oiseaux qui chantent et tout, espèce de parc. En fait, c'est un temple qui existe là depuis le 15e, 16e siècle. Et ce temple a été construit autour de 3 trous que vous voyez au milieu, dans le creux. On a mis des stèles tout autour. Et tous les ans, il y a un pèlerinage qui est très suivi, où les gens, là, vont se rendre aux 3 trous de l'émergence des 3 ancêtres, des 3 clans qui ont peuplé l'île de Jeju. Alors là, quand même, au Botswana, dans l'Utah, dans l'île de Jeju, vous avez des gens qui vous disent, autrefois nos ancêtres vivaient sous terre. Un jour, ils sont sortis à la lumière, ils se sont dispersés dans le monde, et c'est ici que ça s'est passé. La preuve, voici le trou. Et je vous en mets que 3, mais il y en a des centaines. Où à chaque fois on vous dit, c'est là, la preuve, tu vois les traces là. Alors plein d'endroits, il y a les traces, effectivement. Là, vous avez, au début, vous avez vu les traces comme ça, des gens avec les doigts. Mais il y a aussi parfois des cupules, vous savez, les cupules naturelles ou artificielles. Dans la roche, c'est des petites coupes, des petits creux. Hein. Et on vous dit, ça, c'est les premiers ongulés quand ils sont sortis de sous terre, et les bisons, tout ça, par exemple. Ils sont sortis, paf, ils ont laissé leurs empreintes au temps où les roches étaient molles. Donc la même histoire. D'origine. C'est super important, l'histoire d'origine. Ce n'est pas des trucs qu'on raconte comme ça en fin de banquet. Hein. C'est
la propre origine des gens du groupe. Alors, ça pose une question. C'est comment se fait-il? Pour résoudre cette question, j'ai continué à faire mes inventaires. Ça m'occupe, hein, tout ça, paisiblement. Hein, bon. Et je me suis dit peut-être un truc pour essayer d'y voir clair, c'est de comparer les répartitions des différents mythes anthropogoniques. Avec ma base, c'est facile. Hein. Par exemple, les mythes de choroplastique, vous connaissez tous. Oui. Peut-être c'est le mot choroplastique, vous ne connaissez pas, peut-être. Qui connaît le mot choroplastie? C'est un mot grec. C'est pas pour faire malin, mais c'est comme ça. Choro, ça vient de choré en grec, qui désigne une jeune fille. Et plastie, bah c'est plastique, ce qu'a donné plastique, hein, c'est en grec plasma, plasei, qui veut dire façonner. Donc, l'artisan choroplaste, c'est celui qui façonne des petites statuettes de jeunes filles à l'origine. Par extension, celui qui façonne des petites statuettes humaines. Par extension encore, les céramistes. Plasma, entre parenthèses, ce fut naguère un synonyme de mythe. Puisque dans plasma, il y a l'idée de déformer quelque chose qui préexiste. Et donc on a opposé plasma et mythos. Mythos, c'est le mythe, le récit originel, et plasma, c'est le récit trafiqué, modifié, changé, mis en forme, mis en vers, par exemple. Je referme la parenthèse. Donc ces mythes, alors du coup, vous en connaissez, des mythes dans lesquels une divinité primordiale s'ennuie ferme, après avoir créé le monde, décide de mettre un peu d'animation de tout ça en créant l'humanité. Et donc pour ça, prend un peu d'argile et façonne les premiers... Vous avez vu Prométhée tout à l'heure. Voici la répartition de ces mythes. Évidemment, celui de la Genèse, il est super connu. Mais comme pour le déluge, c'est typiquement le genre de mythe auquel on fait allusion par nous, par le biais de la Genèse. On y pense à cause de la Genèse. Mais la Genèse, ça n'est qu'une variante de ce mythe, parmi beaucoup d'autres. Là, vous en avez 236. Le mythe de la Bible, c'est juste une variante. Et comme disait Lévi-Strauss, il n'y a aucune raison de privilégier une variante plus qu'une autre. C'est en étudiant l'ensemble des variantes qu'on peut espérer comprendre quelque chose au mythe lui-même. Le mythe, c'est l'ensemble de ces variantes. Ce n'est pas un qu'on privilégierait indûment. Peut-être parce qu'on y croit et on ne croit pas aux autres, par exemple. Les mythes de choroplastie, c'est vrai pour tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, il y en a plusieurs variantes. Hein. Ça, c'est une grosse classification, comme ça. Et alors déjà, première remarque, on peut se dire, les mythes, c'est de l'imaginaire. On pense ça en général, hein. C'est l'imagination. Donc si c'est l'imagination, ça veut dire que c'est débridé. Tous les coups sont permis quand on imagine des trucs. Et donc si on peut penser à l'origine de l'homme et imaginer une origine de l'homme possible, on va se dire, mais il va y en avoir plein. Et non, si on fait le tour du monde, on s'aperçoit qu'il y a 10 types de mythes d'origine de l'homme. C'est extrêmement limité en réalité. Mais dans chaque type, il y a beaucoup de variantes. Par exemple, le mythe de choroplastique est une variante. À l'intérieur, il y en a d'autres. Par exemple, le mythe du corps souillé. Qui connaît le mythe du corps souillé? Ce sera bien parce que ceux qui le connaissent pourront le raconter à ceux qui ne connaissent pas, mais non. Le mythe du corps souillé, c'est un mythe de choroplastie pardon, qui se place dans un cadre de création dualiste. Vous savez ce que c'est ça? C'est que vous avez une bonne divinité puis une mauvaise divinité au départ. Un dieu bon, gentil, tout ça. Et puis un qui est méchant, il a mauvais fond. Et alors, généralement, celui qui est bon, il fait des tas de trucs, bien. L'autre, il arrive, il massacre tout, ou il essaie de faire pareil, c'est une cata. Alors, vous en connaissez sans doute des récits comme ça, parce que nous, on considère ces récits-là comme des contes étiologiques. Par exemple, on va vous dire, à l'origine, le bon Dieu, parce que chez nous, c'est le bon Dieu, le diable, hein, vous avez compris. Donc, à l'origine, le bon Dieu, dans son infinie bonté, eh ben, il a créé l'abeille. Et l'abeille, c'est bien, parce que ça fait le miel, c'est bien l'abeille. Et alors, le diable, il est arrivé, il a voulu faire pareil, parce qu'il est toujours jaloux. Et puis, il dit, ouais, l'autre, il se croit malin, mais moi aussi, je peux, hein, t'as la preuve. Et paf, il crée le frelon. Bon. Et donc, des histoires comme ça, vous en avez plein, qu'on appelle des petits mythes étiologiques, mais en réalité, des petits contes étiologiques, c'est des mythes. Parce que les mêmes se racontent en Amérique du Sud, et ici, on dit que c'est un conte,
La même histoire en Amérique du Sud, on va dire que c'est un mythe. Variante, donc, le corps souillé, c'est dans un cadre comme ça. Vous avez une divinité bonne et une autre mauvaise. Et là, dans cette zone-là, la divinité mauvaise s'appelle Erlik. Et Erlik, maintenant, aujourd'hui, dans cette zone turco-mongole, par exemple, c'est le dieu de la mort. Le dieu bon crée le monde, tout va bien, il se repose, trouve ça bien. Au bout d'un moment, ça le fatigue un peu, il en a marre, il dit qu'il faut créer un peu quelque chose, quoi. Donc il se dit l'humanité, c'est une bonne idée. Et donc il prend une boulette d'argile, il crée le premier homme, ou la première femme, je ne sais pas, là, dans l'histoire, qui c'est qui était le premier. Je le note dans ma base quand je le sais. Et puis il prend une autre boulette d'argile, et puis il fait l'autre. Donc homme, femme sont ainsi créés. Il est content, puis il est content. Et puis voilà, il les regarde, et puis il ne se passe rien en fait. Alors il les pose là, sur un caillou, quoi, puis il attend, il se passe rien du tout. Je dis, ouais, c'est pas terrible quand même comme animation. Ah ouais, bah ouais, évidemment, belle âme. Où j'avais la tête, bah évidemment, il faut insuffler l'âme, évidemment. Quel con aussi, l'âme, évidemment. Et donc il se dit, bah il faut que j'insuffle l'âme. Ah mais où j'ai foutu l'âme déjà? Ah merde, je l'ai laissé, alors à Pétaouchnok, il avait laissé l'âme très loin de là où il était. Alors il se dit, il faut que j'aille chercher l'âme. Et il se dit, ouais, mais alors si je vais chercher l'âme, c'est sûr que l'autre, là, Erlik, je ne sais pas ce qu'il va faire, je vais être parti. Donc ça craint un peu. Il faut que je trouve une astuce. Alors il n'a pas de démon, il trouve toujours un truc. Hein. Ah, mais ça, je vais créer le chien. Parce que le chien, c'est un gardien, c'est un bon gardien, il va garder mes statuettes pendant que je vais chercher l'âme. Paf, il crée le chien. Et le chien, alors à cette époque-là, le chien, il faut savoir qu'il était nu, il n'avait pas de poils. Il parlait comme vous et moi. Voilà, le chien. Et puis, mais c'était déjà un très bon gardien. Donc, il explique, comme il pouvait parler, il discute, tout ça. Et là, je vais t'expliquer un truc, tu vois, les statuettes, là. Donc, il faut que tu les gardes. Et personne n'approche. Hein. Personne ne touche aux statuettes, t'as bien compris. Ouais, le chien, il t'inquiète, fastoche et tout, pas de problème. Pas de souci. Et alors, il s'en va. Le chien reste à côté des statuettes. À peine il avait tourné le dos à l'horizon, le dieu bon, que Erlik rapplique. Il s'approche des statuettes, et le chien, il voit ça, il se met comme ça, puis il fait... Bon, alors le Erlik, il dit, hop, là, ça va pas être facile. Il regarde le chien, et vous voyez où ça se passe, là, les zones, par exemple, en Sibérie, où on raconte cette histoire, il ne fait pas toujours très chaud dans ces endroits-là. Et le chien, il n'avait pas de poils. Et donc, il gardait le truc, le chien, mais il était quand même un peu comme ça, là, et vraiment, il n'avait pas chaud, quoi. Et Erlik, il lui dit, ouais, d'accord, je vois qu'il t'a créé, l'autre, là, c'est bien, t'es bien, hein, c'est vraiment très bien, vraiment, très bien. Il y a juste un truc, c'est que je vois très bien que, il n'a pas pensé à tout, parce que là, visiblement, tu cailles. Et donc, si tu veux, pas si tu veux, hein, moi, je peux t'offrir un manteau qui te couvrira complètement, toi et toute ta descendance, et grâce auquel tu n'auras plus jamais froid. C'est comme tu veux, voilà. Tu veux. Moi, j'ai juste une petite condition. Le chien, j'ai une toute petite condition, c'est que, bon, tu me laisses approcher des statuettes 1 minute. Et je touche pas et tout, hein, je regarde, c'est tout. Hein. Le chien se dit, bon, ouais, 1 minute, hein, puis juste tu regardes, et puis voilà. Hein. Il dit, ouais, pas de problème, je regarde, c'est tout. Alors, paf, le chien les poils. Partout. Il a chaud et tout, il est super bien. L'autre, il s'approche des 2 statuettes, qui étaient toujours sur leur petit caillou, là. Il se penche au-dessus, comme ça, il se racle la gorge. Et sur chaque statuette, il crache un énorme molar. De genre gros molar vert, là, qui colle. Et il s'en va. Le chien se dit, oh là 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 là. Et à peine l'autre est parti, évidemment, Dieu, le Dieu bon, revient. Du plus loin qu'il voit le chien avec des poils, et se dit, ouais, d'accord. Il va trouver le chien et dit, je t'avais expliqué que, ah, bon, d'accord, mais voilà. Donc, écoute, c'est simple. Hein, à partir d'aujourd'hui, la parole, c'est terminé. Parce que si c'est pour discuter avec l'autre, là, puis arriver à ce résultat-là, c'est pas la peine. Hein, un genre de discussion terminée. Donc, tu pourras toujours essayer de causer. Hein, maintenant, ce sera bouf, 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 des trucs comme ça, mais terminer la parlotte. Hein. Les poils, ok, tu gardes les poils, pas de problème, bon, d'accord. Mais en plus, oui, parce que quand même, franchement, quoi. Hein, en plus, tu seras l'esclave des humains. Voilà. C'est eux qui te donneront, tu attendras qu'ils te donnent ta nourriture, tu garderas leur maison, tu les suivras partout où ils iront, tu les accompagneras à la chasse, etc. Tu seras les esclaves des humains. Voilà. Bon. Il se calme un peu. Et puis les statuettes. Ah ouais, les statuettes.
Donc il prend les statuettes, il prend une petite touffe d'herbe comme ça, puis il frotte pour enlever les glaviots de l'autre. Et ça part pas. Ça colle et tout. Alors il y arrive un peu quand même, hein, parce qu'il frotte comme ça, puis ça, il pousse. Alors il arrive au bout comme ça, et à peine il est rendu au bout, plac, ça passe en dessous, ça colle. Il retourne, bon. Et il n'y arrive pas. Donc il essaye plein de fois, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il se dit, oh là 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 là. Et puis il était vachement content de ces statuettes-là, quoi. Bon. Comment faire? Ah non, il a une super idée. Elles étaient encore un peu molles, parce que de l'argile, bon, séchée juste un peu comme ça au soleil, puis là-bas le soleil, bon, c'est pas terrible. Hein. Donc elles étaient encore un peu molles. Il prend chaque statuette et il fait comme ça. Ça veut dire qu'il retourne comme un gant. Et tout ce qui était à l'extérieur se retrouve à l'intérieur. Ce qui fait que les glaviots d'Ehrlich, là, se retrouvent à l'intérieur. Et nous, qui sommes les descendants de ces deux statuettes, à l'extérieur, généralement, ça va. Mais à l'intérieur, quand on regarde, c'est moins sexy, quoi, déjà. Hein, bon, voilà. Et puis à l'intérieur, donc ils sont toujours là, les glaviots de l'autre, là, et ça fermente tout le temps, c'est toujours là. Ce qui fait que régulièrement, on tombe malade. Voilà. Et quand on est malade, on est là, et on essaye d'expectorer les crachats d'Ehrlich. On y arrive un peu, mais jamais complètement. Ce qui fait que tous les hivers, on retombe malade, et qu'un jour, on finit par mourir. Ce mythe est typique de ce que dit Lévi-Strauss à propos des mythes en disant qu'un mythe, c'est une histoire qui vous raconte l'origine des choses en conjoignant des domaines qui, du point de vue de notre logique, sont complètement indépendants et nous n'aurions pas l'idée de raconter, d'expliquer par une seule raison l'origine de l'humanité, l'origine des maladies, l'origine de la mort, l'origine du chien, pourquoi le chien a des poils, pourquoi il ne parle pas, pourquoi c'est un gardien, pourquoi il obéit aux humains. C'est une seule explication pour tout ça. Ça, c'est typique de plein de mythes, qui vous expliquent plein de choses en conjoignant des domaines qui nous apparaissent complètement différents. Voici donc l'histoire du corps souillé. Voici sa répartition. Si je la compare avec la répartition du mythe de l'émergence, que vous voyez à droite, il vous saute normalement aux yeux quelque chose qui va être encore plus visible si je superpose les deux cartes. C'est que la répartition des deux sites est parfaitement complémentaire, presque parfaitement complémentaire. Là, on raconte une histoire d'origine de l'humanité, on ne raconte pas l'autre. Ça veut dire que la répartition de ces histoires, elle n'est pas aléatoire. C'est pas juste comme ça. Il doit y avoir une raison. Et pourquoi je fais des cartes? Parce que je me dis que les cartes, c'est de l'histoire figée. Si vous faites une carte de ce que vous voulez à un moment donné, et vous faites la même 10 ans avant, 20 ans, un siècle, 1000 ans, 10 000 ans si ce que vous cartographiez existait déjà, vous aurez des cartes différentes parce qu'il y a l'histoire. Et donc chaque carte vous donne un moment d'histoire, et peut-être qu'en étant un peu malin, en utilisant plusieurs cartes, on peut reconstituer une histoire disparue. C'est le pari que je fais en faisant ces cartes de répartition. Ça, c'est la carte du mythe du plongeon créateur. Pour ne pas être trop long, je vous raconte en 2 mots. À l'origine, il n'y avait que de l'eau. Alors ça, c'est pareil, on connaît. C'est assez fréquent, disons, dans les mythes. Il n'y avait que de l'eau. Alors s'il n'y a que de l'eau, qu'est-ce qui peut vivre là? Les poissons, oui, mais en plus généralement. Tous les animaux aquatiques. Bon, évidemment. Mais aussi les sirènes, c'est un animal aquatique, oui. Mais aussi les oiseaux. Parce que les oiseaux volent au-dessus de l'eau. Et ils peuvent ne pas se poser. C'est l'origine de l'oiseau de paradis. Ici au musée, on connaît bien ça. Il y en a même ici dans les réserves, des oiseaux de paradis, hein, où on racontait que ces oiseaux n'avaient pas de pattes parce qu'ils ne se posaient jamais. Mais c'est tout simplement que dans les musées, on conserve les oiseaux sous forme de dépouilles auxquelles on a enlevé les pattes. Et Linné a appelé le paradisier Paradisea apoda, le paradisier sans pattes,
parce que voilà, cette légende a infusé le monde scientifique, comme il arrive très souvent. Donc les oiseaux, parce que ils peuvent voler au-dessus des eaux, les vaches moins, quoi. Hein, bon, voilà. Donc les oiseaux peuvent voler au-dessus des eaux. Donc dans un monde où il n'y a que de l'eau, on a les animaux aquatiques et des oiseaux. Mais parmi les oiseaux, il y a des oiseaux qui volent au-dessus de l'eau et qui se posent. Il y a des oiseaux aquatiques. Alors eux, ils sont très bien dans ce monde-là. Ils sont parfaits pour ce monde-là. Mais parmi les oiseaux aquatiques qui volent au-dessus de l'eau et qui se posent sur l'eau, il y en a un. Le grand plongeon, qui vole au-dessus de l'eau, qui se pose et qui plonge. Et donc le mythe vous dit, à l'origine, il n'y avait que de l'eau. Le créateur, bon, il veut créer autre chose, là, il s'ennuie. Bon, alors il faut d'abord créer de la terre. Il n'y en a pas. Donc il demande au grand plongeon, à toi qui es costaud puis qui plonge bien, là, tu vas aller plonger dans l'eau, là, puis tu vas aller chercher un peu de limon au fond, s'il te plaît. Donc il dit, pas de problème, Lisette, ça, le mec, il dit, ça, bon, voilà. Et il plonge, et en fait, il plonge, puis à un moment donné, il est complètement à bout de souffle, et puis il n'a pas touché le fond, il remonte, il a failli se noyer, et il ramène rien. Alors Dieu l'engueule, franchement, espèce de vantard comme ça, c'est pas la peine, toujours une grande goule, quoi. Hein. Fier à elle. Et alors, donc, il dit, bon, bah, c'est râpé, parce que c'est lui qui plonge le plus profond, le grand plongeon. Donc, voilà, c'est mort. Alors, il y a un canard, là, qui dit, moi, bon, je veux bien essayer. Donc, perdu pour perdu, de toute façon, le canard, il est moitié gros comme le plongeon, ça risque pas. Hein. Donc, il dit, bon, vas-y, essaye. Le canard, il essaye. Il prend sa respiration, vraiment, là, il y va, il plonge, il va plus loin que le grand plongeon, mais il n'y arrive pas non plus. Et il remonte avec le rien. Et il y a un tout petit canard à côté. C'est un motif de conte, hein, évidemment, tout ça. Hein. Il y en a 3, puis c'est le petit. Tout petit canard qui dit, ah, ouais, je veux bien essayer, moi. Alors les autres, ils s'esclavent, tu dis, ouais, d'accord, c'est ça, ouais, t'as qu'à essayer. Ouais. Et donc, il dit, je veux bien essayer. Bon, alors vas-y, bon, donc il y va. Il plonge, on ne le voit plus pendant tout un moment. Il remonte, alors il est moitié mort, hein, il est complètement, il n'en peut plus. Bon, il remonte comme ça, et il a un tout petit peu de limon sous les griffes, là, un tout petit peu. Dieu prend ce limon-là, il fait comme ça, il saupoudre sur l'eau. Le limon tombe sur l'eau, ça fait comme une espèce de gel, ça se mélange un peu à l'eau. Le gel, il commence à s'étaler, comme ça, il s'étale. À ce moment-là, il y a tous les oiseaux du monde qui arrivent et qui se mettent à battre des ailes en vol stationnaire au-dessus. Ça solidifie le gel et ça crée les premiers continents, ce qui fait que l'histoire continue. Après, Dieu, il peut créer d'autres trucs. Bon, voilà. C'est le mythe du plongeon créateur. Voici sa répartition. Vous voyez que c'est encore une répartition différente. Eurasie, nord de l'Eurasie notamment, et nord de l'Amérique. On peut comparer avec d'autres. Là, l'origine céleste de l'humanité, je ne vais pas vous barber plus longtemps, on peut faire ça plein de fois. Voilà, on peut les comparer entre eux, voilà, le grand plongeon et l'émergence primordiale, etc., etc. Alors la question que ça pose, tout ça, c'est que quand on a une histoire qui est racontée par un peuple dans un endroit du monde, mettons Léa, là, il raconte cette histoire, puis les B, à l'autre bout du monde, ils racontent la même. Comment expliquer ça? Alors, il n'y a pas 36 000 explications possibles. Une explication, c'est de dire, c'est une coïncidence. Ça arrive, des trucs comme ça, bon, ça arrive. 1729, il y en a quand même des histoires là. Ça arrive 1729 fois, je veux bien que ce soit des coïncidences, ça fait beaucoup. En plus, ce n'est pas des histoires qui vous disent juste, un jour, les humains, autrefois, ils étaient sous terre, puis un jour, ils sont sortis, point. Super histoire. Hein. Non, c'est des histoires qui durent. L'histoire d'Éopie, là, il faut plusieurs jours pour la raconter. Parce que moi, je vous la raconte très vite, là. Et même, ça prend du temps, trop, peut-être. Mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps pour raconter ces histoires, parce qu'il y a énormément de détails. Par exemple, on vous raconte que pour l'émergence, les gens, ils sortent, ils ont mis une liane, là. Hein. Il y a un oiseau qui est monté, accroché à une liane, par exemple. Donc, ils sortent avec la liane, là, ils font la queue, puis ils sortent, les gens sortent. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort et qui bouche l'entrée, parce qu'il a 2 têtes. Il faut que j'aille penser, le truc. Hein. Non. Hein. Il bouche l'entrée, il reste coincé. Alors tous ceux qui étaient en dessous, ils restent. Puis ceux qui sont sortis, c'est nous. Ceux qui sont restés en dessous, ils continuent à être en dessous, c'est les morts. C'est le monde des morts. Et puis l'autre, il a bouché, il s'est transformé en caillou, quoi. Et puis voilà, c'est fini, on n'a plus le trou, on ne sait plus, voilà, terminé. Ça se raconte en plein d'endroits du monde. Mais pas partout. Mais on a une version en Amérique du Nord, une version en Océanie, une autre version... C'est pas des coïncidences. C'est pas des histoires qui tombent sous le sens. C'est pas des histoires qui se réinventent 1000 fois parce que c'est pareil, ça paraît complètement évident comme histoire. Pas du tout.
Donc il faut trouver une autre explication. Une autre explication, ça a été de dire... Alors, il y a une explication très simple aussi, c'est celle des historiens, de dire, bah, c'est facile, les A, là, qui arrangent le truc, le même que les B, là, bah, c'est parce qu'ils l'ont piqué au B. Ou c'est les B qui l'ont piqué au A. Bon, hein. Sauf que quand on a une histoire qui est racontée par les Amérindiens des plaines et par les Grecs anciens, disons, les relations entre les deux, c'est pas très documenté, quoi. Et donc, cette explication-là, ça peut marcher des fois, hein, mais là, ça marche pas du tout. Et donc, il faut trouver une autre explication. Alors, il y a une explication qui est super répandue, notamment dans le monde de la littérature, de l'art et des conteurs, des conteuses, qui est de faire appel aux archétypes. De dire, ah, mais c'est des archétypes. Alors, vous avez dit ça, c'est déterminé, quand même. Voilà. Les archétypes, c'est quoi? Ah, ben, ces archétypes, c'est parce que notre esprit, on est tous humains, hein, sur Terre, donc on a tous le même cerveau. La culture, tout ça, la langue, ça change, mais le cerveau, lui, non, on a tous le même cerveau. Il fonctionne là-dedans, la machine, c'est pareil. Bon. Et donc, vu que c'est le même fonctionnement, eh bien, partout dans le monde, à toutes les époques, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue, quelle que soit l'époque, jaillissent les mêmes images, les mêmes récits, les mêmes mythologies. Et c'est ça qu'on appelle les archétypes. C'est la théorie de Jung. Le problème, c'est que si je prends, par exemple, l'histoire du plongeon cosmogonique, la carte de gauche, vous voyez où elle est racontée, si c'est parce que dans notre esprit jaillissent spontanément des choses du fait que nous sommes humains. C'est parce qu'en Australie, là, c'est pas des humains, les aborigènes, là, des fois. En Afrique, là, c'est quoi, la Kadite, là, c'est pas des humains, peut-être. Eux, ils ont un problème, là, pour inventer des trucs, c'est quoi le truc, là? Évidemment que ça marche pas du tout, cette histoire d'archétype. Ça ne marche pas du tout. Dès qu'on fait des cartes, mais pour ça, il faut faire des cartes pour s'en apercevoir. Parce que Jung, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, par exemple, il prend l'archétype de l'omphalos, centre du monde. Alors, par exemple, on l'a en Grèce. Omphalos, c'est un mot grec, ça veut dire centre du monde, donc centre du monde, on l'a en Grèce. Voilà. Et puis on l'a chez les Celtes anciens, on l'a aussi. C'est bien documenté. Hein, voilà. On a des versions germano-scandinaves aussi. Et puis au Tibet, on l'a aussi, parce que lui, il avait un copain qui s'appelait Eberhard, qui lui traduisait les textes tibétains et chinois, c'était sympa. Et voilà. Et là, il arrête son inventaire, lui. Il dit, c'est universel. Voilà. Il a juste oublié l'Australie, il a juste oublié toute l'Amérique, il a juste oublié l'Afrique. Et si vous lisez Jung, vous verrez que c'est absolument général. Les aborigènes n'existent pas, les Africains n'existent pas, l'Amérique un peu du Nord, tout à fait de temps en temps, quoi, voilà, et du Sud jamais. Voilà. Donc les archétypes universels, c'est juste du pipeau. Et il faut oublier cette explication. Alors qu'est-ce qui reste comme explication? Il en reste une. C'est que si les A, ils ne l'ont pas piqué au B, et les B ne l'ont pas piqué au A, et que tout ça, c'est pas que ça jaillit spontanément comme ça, de temps en temps, hein, voilà, c'est que tous les deux, ils l'ont hérité d'une autre population qu'on peut connaître, qui existe peut-être encore, ou qui peut-être a disparu. Ou peut-être il y a une longue chaîne généalogique de gens qui ont transmis cette histoire jusqu'à la même au départ, qui a abouti au A, qui continue de la raconter, qui a abouti au B, qui continue de la raconter. Pour savoir si ça tient la route, cette hypothèse, j'ai fait une autre base de données. Pourquoi s'en priver, hein? Donc, celle-là, uniquement sur les mythes d'émergence primordiale. Alors, elle est plus compliquée que l'autre, vous inquiétez pas si vous ne lisez pas, mais elle est faite de la même manière, il y a toujours le récit, tout ça. Je décompose le mythe en 5 mythèmes, je la géolocalise, ça permet de faire des cartes, etc., blabla. C'est exactement pareil, hein, sur le principe. Et ça me permet, en lisant des quantités et des quantités de mythes d'émergence, de déterminer quels sont les mythèmes qui permettent de raconter l'histoire. C'est-à-dire les tout petits bouts, si je les mets au bout, j'ai plus qu'à faire du blabla autour, moi, pour raconter l'histoire. Évidemment, on ne raconte jamais les histoires comme ça, avec les mythèmes. On brode, hein, les conteurs brodent. Et si je regarde, par exemple, ce qui se passe, je fais un coup de zoom en Afrique. Voici ce que j'ai. J'ai, en Afrique, 26 mythèmes, et c'est l'ensemble des mythes d'émergence. Avec ça, je peux raconter toutes les variantes. On vous dit, alors, je leur donne un numéro. Alors, c'est pas par numéromanie, hein. Vous allez voir pourquoi ensuite. 1, je donne le numéro 1, arbitrairement. Hein. Émergence des animaux. 2, des humains, je lis pour les gens du fond qui ne peuvent pas lire. 3, ils émergent directement du sol. Ou 4, d'un rocher. Ou 5, d'une grotte, etc., 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 comme ça. Tous les motifs
je l'ai tous les mythèmes, je leur donne un petit numéro, dans ma base, ça correspond à 0 ou 1, selon qu'ils sont présents ou pas dans les histoires. Alors, si je vous donne un exemple, par exemple, vous avez cette histoire notée par le révérend John Campbell, au XIXe siècle, en anglais. Il vous raconte cette histoire, voici sa traduction. Il vous dit que, à l'origine, dans les environs de Marotse, il y a un grand trou. Alors là, c'est pareil, on sait très bien où il est. Les gens vous le montrent. Marotse, c'est un village connu, on sait, c'est là, c'est pas Pédacheux, c'est là. Il y a un grand trou d'où sortirent les premiers hommes, dont les empreintes sont toujours visibles là-bas. Il y a longtemps, un homme en est sorti, mais il est retourné, et il s'y trouve toujours. Et le bétail, aussi, est sorti par ce trou. Le premier homme s'appelait Matomé, il avait un jeune frère du même nom, et une sœur, nommée Matomienne. Elle fut la première à sortir du trou. Ça, je note toujours ce genre de truc. Qui c'est là, qui est le premier, c'est un homme, c'est une femme, etc. Est-ce que c'est... je regarde les trucs de genre. Et elle était chargée de s'occuper du bétail, mais son frère, Matomé, est sorti aussi, et puis lui, il a laissé échapper le bétail. Alors, de colère, sa sœur, qui possédait une drogue de vie et de santé, retourna au trou, l'y jeta, elle a jeté la drogue de vie et de santé dans le trou, ce qui fait que la maladie et la mort règnent dans le monde jusqu'à maintenant. Encore une histoire qui vous conjoint l'origine du bétail, l'origine des humains, l'origine des maladies, l'origine de la mort, dans une même histoire. Mais surtout, vous retrouvez le schéma de tous les mythes. Ah, au départ, c'était comme ça. Il s'est passé un truc, maintenant, c'est comme ça. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que l'histoire que vous connaissez, vous, je suppose, de la Genèse. Avant, c'était comme ça, il s'est passé un truc, maintenant, on est mortel. C'est la faute à qui? Et là, c'est la faute à qui? Tantôt c'est un homme, tantôt c'est une femme. C'est dans la Genèse que l'erreur fondamentale, c'est une erreur féminine. Mais vous avez beaucoup de mythes dans lesquels on vous raconte que c'est un homme qui a fait l'erreur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul mythe. Alors, ça me permet de raconter sous la forme squelettique des mythèmes. Le mythe Kong de l'émergence des Kong, c'est les gens qui parlent, c'est un groupe de gens qui parlent des langues cliques en Afrique du Sud. Et bien voici les mythèmes qu'on trouve dans les versions qui racontent. Ils racontent dans leur histoire que ça explique l'émergence des animaux, de l'humanité. Ils sortent par un trou du sol, comme la photo que je vous ai montrée, comme au Botswana, comme à Marotse, etc. C'est souvent le cas en Afrique. C'est une femme qui sort en premier. Une partie des humains reste sous terre, c'est ceux que maintenant nous on appelle les morts. Bon, voilà. Et puis ça explique les maladies, la mort, finalement. Voilà. Et puis autour du trou, qu'on voit encore, eh bien, on voit les traces de pas des premiers êtres qui sont sortis là. Et donc là, avec ces mythèmes qui sont le 1, le 2, 3, 13, 17, 22, 26, je raconte une histoire. Évidemment, on ne la raconte pas comme ça. Jamais, l'histoire. Mais si je la raconte comme ça, si je la note comme ça, c'est que ça me permet ensuite de faire une matrice. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Une matrice, c'est un rectangle avec des zéros puis des 1. Voilà une belle matrice, qui est la matrice de l'ensemble des mythes africains de l'émergence. C'est facile à lire, à gauche, la colonne de gauche. Vous avez tout en haut, AFRN, c'est Afrique du Nord. Ensuite, vous avez le nom de l'ethnie. Et ensuite, vous avez la famille linguistique à laquelle appartient la langue des gens qui ont raconté l'histoire. Et ensuite, vous avez une série de 0 et de 1. Et évidemment, si vous ne connaissez pas le code, ça ne vous dit rien du tout. Le mythe que je viens de raconter, il est ici, c'est celui-là. Et si vous connaissez le code, eh bien, avec la suite de 0 et de 1, vous pouvez raconter l'histoire. Puisqu'en fait, c'est ça, l'histoire. Le en haut, en gras, c'est les mythèmes. Il suffit de voir s'ils sont présents ou absents pour pouvoir raconter l'histoire telle que la racontent ici les Kong. Et si je sais décoder, eh bien, je sais que l'histoire va me parler de l'émergence de l'humanité, va me parler de l'émergence des animaux également, va me parler de la sortie des humains, mais en précisant que c'est une femme qui sort en premier, qui sont sortis, ces gens-là et ces animaux, par un trou du sol. Il y en a une partie qui est restée sous terre. Ça explique la mort, les maladies. Et la preuve que c'est vrai, c'est qu'il y a des marques sur les cailloux, tout autour, qui témoignent de la véracité de l'histoire. Je fais ça pour toutes les histoires. Ça me fait une matrice
et une belle jambe, vous allez dire, mais ça me permet de faire autre chose après, c'est là que ça devient intéressant, et que c'était imprévisible. C'est que, vous savez, les phylogénéticiens, c'est les gens les biologistes, si on veut, au sens large, qui fabriquent, qui construisent l'arbre du vivant. Vous connaissez cette image de l'arbre du vivant, avec le tronc en bas, les racines, c'est les unicellulaires et tout ça. Puis plus on monte, plus ça se perfectionne, les êtres vivants. Hein. Et puis il y a des dichotomies, et puis avec le temps, l'évolution, les espèces, la spéciation, vous avez de plus en plus... Voilà, puis finalement, la petite feuille en haut, tout en haut, c'est nous. Bon. Donc vous avez vu cet arbre-là, sans doute 1000 fois aussi, il a été dessiné pour la première fois dans les marches d'un calepin par Darwin. Voilà, et maintenant on l'a tous en tête. Cet arbre, on l'a fabriqué longtemps en comparant les êtres par leur extérieur, en disant, tiens, tous ceux qui ont des ailes, je les mets en tas là, et puis ceux qui n'ont pas d'ailes, je fais un autre tas. Bon. Voilà, ceux qui ont 2 pattes, ceux qui ont 6 pattes, 8 pattes et tout, on a classé avec l'apparence extérieure. Ça marche, grosso modo. Il y a des petits problèmes, parce que, bon, la chauve-souris, par exemple, elle a des ailes, mais je la mets avec les oiseaux, je la mets où, la chauve-souris, là, bon, voilà. Maintenant, pour ne pas avoir des problèmes de classification, pour en avoir beaucoup moins, on utilise le code génétique. Parce que là, c'est vraiment identificatoire. Et donc, avec les codes génétiques, les généticiens font passer ça dans un logiciel qui mouline tout ça et qui vous sort l'arbre le plus probable, parce que c'est toujours des hypothèses, hein, vous sort l'arbre le plus probable, qu'on appelle l'arbre de consensus, sur souvent des milliers d'arbres possibles, voire des millions d'arbres possibles. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Et donc on peut faire ça avec n'importe quoi, du moment qu'on a un code. Si je dis par hypothèse, les contes ou les mythes se sont diversifiés de la même manière que les êtres vivants, puisqu'ils ont une origine, et qu'ils ont une histoire, et qu'au cours de l'histoire, ils se sont multipliés, et qu'ils se sont multipliés selon le principe darwinien de la descendance modifiée. C'est-à-dire que, idéalement, les êtres vivants se reproduisent à l'identique, mais en réalité, jamais. Ou presque identiques. Ça cafouille à un moment donné, il y a des mutations, etc. Finalement, vous avez des gens qui sont isolés dans un coin, des espèces, voilà, il y a tous les systèmes de spéciation possibles. Eh bien, c'est pas à l'identique. Les contes, c'est pareil. Vous n'avez pas bien entendu, le détail là, il vous plaît pas, vous le racontez pas, etc. Bon, ça plaît pas au public, de changer le prochain coup. Bon. Et donc, comme ça, les histoires évoluent de la même manière que les êtres vivants, selon le principe de la descendance modifiée. Seulement, je ne peux pas faire un arbre du monde des contes ou du monde des mythes, a priori, trop compliqué, et puis voilà. Ben, si je peux, à condition de les transformer en code. Une fois que je les ai codés, je peux les rentrer dans le même logiciel que ceux qu'utilisent les phylogénéticiens. C'est ce que j'ai fait. En prenant la précaution de ne rentrer dans le logiciel que le code. Pas rentrer ni le nom de l'ethnie, ni la localisation géographique, ni la langue utilisée, rien d'autre que le code, rien que l'histoire. La suite de 0 et de 1, c'est tout. Je lui dis rien d'autre au logiciel. Je dis maintenant, démerde-tu, vas-y. Et il me sort ceci. Après avoir mouliné un certain temps, vous avez en bas le nombre des arbres possibles. Avec ma documentation africaine, c'est un nombre que moi je ne sais même pas lire, tellement il est grand. Et il fabrique cet arbre-là automatiquement. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur la méthode, vous avez une petite bibliographie à gauche, mais je ne vais pas détailler les principes statistiques. Hein. C'est des principes statistiques. Et cet arbre, automatiquement, parce que je ne lui ai pas dit qui raconte l'histoire, où est-ce qu'ils se trouvent les gens qui racontent l'histoire, mais moi je le sais. Donc je peux le rajouter après sur l'arbre. C'est ce que j'ai fait. Et une fois l'avoir rajouté, je me suis aperçu qu'à la base de l'arbre, à la racine, c'est des mythes d'Afrique australe. C'est les mythes Kong. Et qu'ensuite, la répartition des mythes, le temps coule de gauche à droite sur ce schéma. À mesure que le temps passe, eh bien, je retrouve l'histoire du peuplement de l'Afrique, avec en bleu les populations de Bantou, disons pour faire large, qui sont la dernière nappe de population africaine. Et donc je me dis, peut-être qu'en faisant comme ça, je peux retrouver la très longue histoire des mythes depuis leur origine. Alors ça, c'était un coup d'essai avec l'Afrique. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça
sur le monde, pendant qu'on y est pour commencer. Et donc, j'ai fait la même chose avec l'ensemble des mythes anthropogoniques du monde, les mythes, disons, d'émergence primordiale, et ça me donne évidemment un arbre un peu plus compliqué. Je le reconnais. Sur cet arbre, le temps coule de gauche à droite comme la flèche. D'accord ? Évidemment, même ceux qui sont devant, là, comme ça il y a quand même une justice, n'arrivent pas à lire, parce que c'est trop compliqué, quoi, même le nez dessus. Mais, et là, une fois de plus, j'ai pas dit au logiciel d'où ça venait. Je le sais, c'est moi qui l'ai rajouté. Et en les rajoutant à la main, je me suis aperçu que, en rouge, là, c'est les mythes africains. Ensuite, vous avez les mythes eurasiatiques et les mythes océaniens. Et ensuite, en noir, vous avez les mythes américains et mésoaméricains. Et tout au bout des branches, c'est les mythes d'Amérique du Sud. Ça veut dire que, en rentrant dans un logiciel de phylogénétique, uniquement le codage des récits d'émergence primordiale de l'humanité, je retrouve quelque chose qui ressemble furieusement à l'histoire même de l'humanité, l'histoire réelle de l'humanité, qu'on connaît maintenant grâce à deux machines à remonter le temps. Une machine à remonter le temps, c'est la génétique. On le raconte souvent dans les nouvelles, on en parle, hein, des nouvelles découvertes de la génétique. Et l'autre machine à remonter le temps, une autre, c'est l'archéologie, la préhistoire, la science de la préhistoire. La génétique, vous avez l'année dernière un article publié, c'est celui-ci, qui est l'article qui analyse le plus grand nombre de données jamais mobilisées pour étudier le génome humain, en tenant compte du génome ancien. Ça, c'est très important. Et les gens qui ont fait cet article l'ont synthétisé sous forme d'une carte que je vous présente maintenant. Malheureusement, ces ânes, ah non, c'est pas gentil, malheureusement, ces gens, ils ont utilisé la projection de Mercator. Et ça pose un problème, vous allez voir. Mais c'est quand même super intéressant, puisque voici leur synthèse. En bas à droite, vous avez le nombre d'années qui nous séparent du présent et le nombre de générations d'humains qui nous séparent de nos ancêtres. Et au cours du temps, vous voyez la sortie d'Afrique. Vous voyez le peuplement du sud de l'Eurasie, forcément du sud, parce que tout le nord est occupé par les glaces. Vous avez ensuite le peuplement de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Les gens de là passent en Océanie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc., et arrivent bientôt en Australie. Et parallèlement, ou un petit peu plus tard, une fois que les glaces se sont un petit peu résorbées, eh bien, ils arrivent, alors c'est là que vous voyez qu'il y a un problème de projection, hein, ils arrivent en Amérique, et c'est le peuplement de l'Amérique. Et cette façon de visualiser, on peut la visualiser autrement, on peut la visualiser comme ceci, en utilisant la projection de mon cher Peirce. Mais les rivages, là, vous voyez qu'ils sont peut-être un petit peu différents de ceux que vous connaissez, parce que j'utilise les rivages du dernier maximum glaciaire, où le niveau marin était beaucoup plus bas que maintenant. Ce qui est très intéressant, parce que comme le niveau marin était beaucoup plus bas, c'était possible de passer, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans cette zone-là qu'on appelle la Béringie. Les gens pouvaient passer à pied, là. Et sur cette carte, si maintenant je porte, pour chaque endroit du monde, chaque grande zone du monde, les dates les plus anciennes des fossiles humains retrouvés actuellement, avec leurs dates, voici ce que ça donne. En Afrique, les plus anciens, c'est 300 000, des fossiles de l'humanité moderne, ce qu'on appelle sapiens, hein, c'est-à-dire nous, nos ancêtres directs. Voici ce que ça donne, et on a des dates de plus en plus récentes après la sortie d'Afrique, jusqu'à arriver en Béringie. Et là, en Béringie, vers quelque chose comme 20 000, disons, entre 30 000 et 10 000, on ne sait pas trop encore, ça discute, disons, les spécialistes, vers 20 000, ils sont bloqués parce que c'est fermé par des glaces. À un moment donné, il y a un corridor qui s'ouvre dans les glaces. À ce moment-là, ils peuvent passer. L'Amérique du Nord est peuplée, puis la Mésoamérique, puis l'Amérique du Sud. Ce que je peux visualiser en traçant une flèche qui suit l'ordre d'apparition des dates de la plus ancienne à la plus récente, ça donne ceci.
Et cette carte, maintenant, si je la superpose à celle des mythes dont j'ai parlé, eh bien, je peux dire que le plus probable, c'est ceci. C'est que le mythe de l'émergence est apparu quelque part en Afrique, je ne sais pas où, et qui s'est répandu de par le globe en même temps que l'humanité. Ce qui explique qu'on le trouve jusqu'en Australie, ce qui explique qu'on trouve les mêmes histoires avec les mêmes complications incroyables dans toute l'Amérique. Et ça me donne des dates. Parce qu'il y a des fenêtres, il y a des moments où c'est possible de passer, il y a des moments où on sait que les gens sont passés. Par exemple, en Australie, c'est 65 000 ans. Et on sait que les gens sont passés en Australie il y a 65 000 ans. Ils sont restés là, tranquilles, jusqu'à ce que les premiers colons arrivent. Et ils ont raconté leurs histoires, en les modifiant un peu, etc. Mais les histoires, elles remontent à cette époque-là. Et les gens qui sont passés par le détroit de Bering, ils sont passés vers moyenne 16 000 ans. Ça veut dire que les histoires qui sont pareilles des deux côtés du détroit de Bering, elles ont au moins 16 000 ans. Et les gens, on sait qu'ils sont sortis d'Afrique vers quelque chose comme 100 000 ans. Donc cette histoire de l'émergence primordiale, on sait qu'elle a au moins 100 000 ans. Et les autres histoires, par exemple le plongeon cosmogonique, lui on le trouve bien moins réparti puisqu'il est né en Eurasie, lui. Et donc, il est apparu suffisamment tôt pour pouvoir être transporté en Amérique du Nord, mais trop tard par rapport à l'Afrique, et trop tard par rapport à l'Australie. Et puis, le mythe du corps souillé est apparu, lui on sait quand, il y a quelqu'un, un russe qui s'appelle Yuri Bereskin, qui a démontré qu'il est apparu dans le 5e millénaire avant notre ère. On sait qu'il est apparu là, quelque part, dans cette zone rouge, dans le 5e millénaire avant notre ère. Il s'est répandu un peu, mais évidemment, il n'est pas passé en Amérique, il n'est pas passé en Australie, et il est resté dans cette zone. Alors, tout ça, c'est des hypothèses. Mais quand même, l'hypothèse que ces histoires se seraient répandues dans le monde à mesure que les humains eux-mêmes peuplaient le monde, puisqu'ils ont peuplé le monde en gardant les histoires dans leur tête. Et s'il y a bien un type d'histoire qu'on garde dans sa tête et qu'on n'a pas envie d'oublier, c'est les mythes d'origine de son propre groupe. Tous les groupes tous les groupes humains ont un mythe d'origine auquel ils tiennent tellement que parfois, comme on le voit tous les jours actuellement, ils se font la guerre à propos de ça, entre autres. Et qu'en tout cas, c'est au fondement de leur identité. Ils s'identifient à leur mythe d'origine. Les mythes d'origine, c'est pas un truc dont on change comme de chemise. C'est pas un truc qu'on raconte comme ça de façon olé olé, c'est pas une histoire drôle de fin de banquier. Les mythes d'origine, c'est hyper sérieux. C'est pour ça qu'ils sont hyper conservateurs. C'est pour ça que c'est des mythes qui se conservent extrêmement longtemps. Vous savez, quand vous avez un humain qui vient de quelque part, et qu'on lui pose la question, dis donc, chez toi là, il se raconte un truc sur l'origine de l'humanité, partout, les gens disent oui. Nulle part, jusqu'à présent, quelqu'un a répondu, c'est quoi cette question de naze? Débile comme question. Il n'y a pas des questions plus urgentes, non? Plus intéressantes? Du coup, cette question, personne. Tout le monde raconte une histoire sur l'origine de l'humanité. On pourrait très bien s'en foutre. Ben non. Et non seulement on ne s'en moque pas et on considère que c'est très important, mais il n'arrive jamais que quelqu'un qui raconte une histoire de type « Ah ben oui, j'en ai une, mon histoire. Ben, figure-toi que, voilà, chez moi, on raconte qu'au départ, il y avait un dieu unique, là, qui s'appelait... » mettez un nom. Et puis on raconte une histoire, avant c'était comme ça, il s'est passé un truc, maintenant c'est comme ça, bon voilà. Et l'autre à côté, toi tu aussi, t'as la même... ah non, moi c'est pas du tout comme ça chez moi. Ah, oh là là, moi c'est pas un dieu, d'abord il y en a plein. Voilà, ils se mettent ensemble, et puis voilà, ils se mettent autour d'une grande jarre où il y a du lait, et puis ils racontent une histoire qui n'a rien à voir avec l'autre. Et il y croit mordicus aussi à son histoire, évidemment, c'est son origine, c'est l'origine de l'humanité. Bon. Jamais il arrive que le premier ou le deuxième disent à l'autre « Ah, mais j'aime bien mon histoire, hein, mais alors la tienne, elle est vraiment super. Je pense que je vais plutôt raconter la tienne maintenant, parce qu'elle est vraiment trop bien, quoi. Hein.
la mienne, pas mal, quoi, mais bon, je vais plutôt raconter la tienne. Jamais ça arrive, ça. Pour ce type d'histoire. Les mythes d'origine de l'humanité, c'est des mythes qui sont extrêmement conservateurs. On n'en change pas comme de chemise. Tellement qu'ils se sont répandus dans le monde entier depuis des millénaires, depuis 100 000 ans pour certains. À titre d'hypothèse, sauf que l'hypothèse, là, je l'ai démontrée de deux manières différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une avec les cartes, en disant, bah, il y a deux histoires qui sont exactement pareilles à deux endroits, et je sais que les gens, ils sont passés, par exemple, à 65 000 ans, et dans l'histoire, il y a des trucs tellement incroyablement similaires, et qu'on pourrait enlever de l'histoire, ça ne change rien à l'histoire. Le type à deux têtes, là, on peut juste dire, bah, le truc s'est effondré, ça s'est bouché, c'est tout. Pourquoi mettre un type à deux têtes qui bouche l'entrée? Bon, le truc, on peut l'enlever, c'est ce que les mythologues appellent un blind motif, un motif qui ne sert à rien, donc on peut supprimer sans que l'histoire tombe. Hein, c'est pas catastrophique dans l'histoire si on l'enlève. Ça prouve, ça fait partie des arguments qui prouvent qu'il y a bien eu diffusion de la même histoire. Donc voilà, par la géographie. Et puis par la génétique, par un autre moyen aussi. Donc c'est deux façons différentes, avec des données, évidemment qui viennent de la même base de données, mais traitées de manière qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, une proprement géographique et l'autre qui n'a rien à voir avec la géographie, j'arrive aux mêmes conclusions. Donc peut-être que ce n'est pas complètement idiot, mais on aimerait quand même vérifier. Le problème, c'est comment faire pour vérifier, parce que tous les préhistoriens ils vont dire, on ne peut pas, c'est des paroles, les mythes, hein. Donc ça ne se fossilise pas, jamais on trouvera en fouille un mythe. Bon, c'est mort, qu'à de le dire. Hein. Donc non, on ne peut pas vérifier. Ah, peut-être. Parce que il y a un truc qui s'appelle les écotypes. C'est un terme de botanique. Quand vous avez une espèce de plante qui pousse, par exemple, dans une vallée, grosse montagne, dans la vallée d'à côté, la même espèce de plante. Elles sont là, les deux, depuis des millénaires. Eh bien, avec le temps, les plantes, c'est la dérive génétique, peu à peu, avec les mutations, tout ça. Normalement, ça se reproduit à l'identique, mais ça cafouille toujours un peu. C'est la descendance modifiée de Darwin. Peu à peu, elles vont différer un petit peu. C'est toujours la même espèce, elles auront le même nom latin, tout ça, mais bon, c'est un peu différent. Puis ça va faire une sous-espèce. Puis peut-être un jour, si on est patient, qu'on attend, là, ça va faire une autre espèce, celle d'à côté, de la vallée d'à côté. Et chaque plante dans chaque vallée, avant que ça fasse deux espèces différentes, on appelle ça des écotypes. C'est des types particuliers. C'est pas une autre espèce, c'est un type propre à une zone écologique. Et bien ça marche pour les contes, et ça marche pour les mythes aussi. Il y a des types de contes généraux, et puis des sous-types qui se trouvent dans certains endroits, parce que là, ça fait longtemps qu'ils sont en circuit fermé. Par exemple, l'Australie. Et évidemment que ça prend du temps, et que c'est un genre de dérive génétique, il faut beaucoup de temps. Si on pense que l'hypothèse, c'est que certaines histoires sont sorties d'Afrique en même temps que les humains qui les portaient et qui les racontaient, c'est beaucoup de temps avant qu'elles arrivent en Amérique du Sud. Et les écotypes, ça se passe très lentement. Notamment quand vous êtes conteur ou conteuse, vous êtes parti de chez vous pour X raisons que vous pouvez imaginer, vous arrivez dans un pays étranger. Il faut apprendre la langue, il faut apprendre des coutumes, trouver un boulot peut-être, enfin s'intégrer. Pas facile. Et vous y arrivez, par exemple. Pas toujours le cas, vous y arrivez. Et là, quand vous étiez chez vous, tout le monde savait que lui, c'est un conteur, là. Ou elle, c'est une conteuse, là, super, tu verras des histoires incroyables. Oh, l'autre jour, tiens, encore, au mariage de truc, là, à raconter un truc. Tout le monde le sait. Et les histoires, tout le monde les connaît. Sauf qu'il y a une personne qui les raconte. Tout le monde les connaît, parce que si la personne qui les raconte, un jour, raconte une histoire, puis se trompe, les gens lui disent « Ah, ben oh, ouais, ah, c'est pas comme ça l'autre fois, t'es trompé. » Et ça marche toujours, vous savez comment que ça marche, hein, allez, raconte une histoire, c'est comme les chansons. Allez, raconte une histoire. Ben non, moi je connais pas d'histoire, non. Allez, si, raconte une histoire, bon. Non, mais non. Si, ben si, on sait bien que tu racontes une histoire. Si, tu sais bien, là, l'histoire du type, là, qui part un jour, là, puis. Ouais, bon, voilà. Alors, vous vous faites prier comme ça d'un moment, puis au bout d'un moment, vous racontez votre histoire. Bon, tout le monde la connaît. Mais tout le monde est super content, hein, bon, voilà. Vous partez de chez vous. Vous êtes dans un autre pays, parlez une autre langue. Ce n'est pas des gens que vous connaissez, vous apprenez à les connaître, ils apprennent à vous connaître aussi. Voilà. Et au bout de très longtemps, la rumeur court, on apprend que peut-être vous êtes quelqu'un qui connaît des histoires. Je ne sais pas comment ça s'est su, toujours des gens qui caftent, hein, bon voilà. Bon, et un jour, on vous dit, allez, je ne raconterai pas une histoire.
Vous dites, mais non, alors là, vous n'êtes pas chez vous, en plus, oh là, non, moi je ne connais pas d'histoire, non. Ils insistent, vous racontez une histoire. Si vous êtes dans cette situation, mettez-vous dans la tête que vous êtes dans cette situation-là. Vous dites, bon, allez, d'accord, bon, mais une, hein. Et donc, vous racontez une histoire. Qu'est-ce que vous allez raconter? Et évidemment, l'histoire que vous connaissez le mieux, l'histoire qui fait un succès à chaque fois que vous la racontez, que au passage marrant, là, tout le monde s'esclave, que là où c'est triste, à tous les gens qui sont comme ça, bon, voilà. C'est celle-là que vous allez raconter. Vous n'allez pas raconter un truc que vous ne vous rappelez pas bien, etc., évidemment. Hein. Bon. Donc, vous racontez cette histoire-là. Et au moment où tout le monde s'esclave, normalement, ben c'est comme vous là, pas un qui rigole. Alors vous dites, hop là. Donc vous continuez l'histoire tant bien que mal, vous finissez, bon voilà, c'est clap, 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 oh là là, bon. Alors, réaction, vous dites quoi? Vous dites, bon, terminé, hein. Ils m'ont eu là, mais plus jamais. Hein. Ou vous dites, bon, en fait, là j'ai compris que le passage, là, ça va pas avec eux, là. Il y a un truc qu'ils n'aiment pas. Et le prochain coup, vous racontez l'histoire en sautant ce passage-là. Ou en le modifiant, parce que petit à petit, vous vivez là, dans le pays, et vous apprenez pourquoi ce passage-là, ça ne fonctionne pas. Vous dites, bah ouais, évidemment, ça ne peut pas, là, il a vu comment il pratique et tout. Et vous modifiez. Et vous racontez une nouvelle histoire. En fait, c'est toujours la même, mais c'est une nouvelle. Et la prochaine fois, vous raconterez la nouvelle histoire. Sauf que là, vous n'êtes pas chez vous, personne ne la connaît. Et les petits-enfants qui sont là, qui un jour peut-être deviendront conteurs ou conteuses, ils entendent la nouvelle version que vous racontez, ils ne connaissent pas la vieille. Vous êtes le seul à la connaître. Et donc vous devez créer un écotype. Parce que cette histoire-là, si des gens ensuite la racontent, ils vont raconter votre nouvelle version, qui sera localisée à l'endroit où vous vivez maintenant, et si ça prend, eh bien, ça va faire un écotype. Donc on comprend très bien que les écotypes des mythes et des contes, ils se multiplient à mesure qu'on s'éloigne de leur lieu d'origine. Plus on est loin du lieu d'origine, plus le temps passe, et plus on aura d'écotypes. Alors si je regarde les écotypes que j'ai pu inventorier pour le mythe de l'émergence primordiale, voici la carte, et ils sont en Amérique, et il n'y en a aucun en Afrique. J'oserais dire, évidemment. Et pour moi, c'est une quasi-confirmation, on n'aura jamais une certitude absolue, une quasi-confirmation que je touche là quelque chose qui peut-être a à voir avec ce qui s'est réellement passé. Et en tout cas, lorsque les premiers sapiens sont arrivés chez nous, je veux dire chez nous, ce qu'on appelle maintenant la France, cette espèce de Finistère, au cours de leur périple, quand ils sont arrivés en Dordogne, quand ils sont arrivés en Ardèche, avec dans la tête leur mythe d'origine expliquant que jadis, leurs ancêtres vivaient sous terre, et qu'un jour, ils sont sortis par un trou du sol, qui peut être une grotte, eh bien, quand ils sont arrivés dans des zones où il y avait des grandes grottes, et qu'ils ont découvert ces trous dans la terre, ils se sont dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, ce que racontaient les papis et les mamies, c'est ça, c'est là que ça s'est passé. Et ils ont, comme vous savez, réalisé des peintures et des gravures et des sculptures dans les grottes. Et c'est des peintures d'animaux, c'est des peintures d'humains qui sont à demi animaux, je dirais des humains qui ne sont pas encore totalement humains. Et on ne me fera pas croire, on ne m'ôtera pas de l'idée que ceux qui ont fait, celles qui ont fait, on ne sait pas si c'est ceux ou celles, les gens qui ont fait, les artistes qui ont fait les peintures et les gravures dans les grottes, avaient dans la tête un mythe d'origine, forcément. Et le seul mythe d'origine qu'ils pouvaient avoir quand on se situe dans cette zone vers 45 000 ans, c'était forcément le mythe de l'émergence primordiale. Alors comment auraient-ils pu ne pas penser à leur propre mythe d'origine de l'émergence primordiale en retournant sous terre par l'ouverture d'une grotte nouvellement découverte? Pour moi, c'est ce qui explique, ce qui justifie l'existence des peintures préhistoriques. Parce que, et là je clôt là-dessus, rassurez-vous, tout ça se comprend dans un cadre de création qui est différent du nôtre. Parce que nous
nos histoires de création sont telles que vous avez un créateur ou une créatrice, il crée et c'est fini. La Genèse, c'est typique. 7e jour, terminé, le gars il se repose, on n'entend plus parler de rien, c'est fini, il s'en occupe plus, c'est le bordel complet, hein, mais voilà. Bon. Il y a la création, après c'est fini. Ça c'est très provincial comme façon de voir, et très récent. Dans l'immense cas des créations du monde, la création, bien sûr qu'elle a lieu à un moment donné, et bien sûr qu'il y a un créateur, une créatrice, mais il faut que ça continue. Ça continue la création. Il faut que ça continue. Soit il faut que le créateur continue de s'en occuper, mais généralement ils ne continuent pas, parce que comme j'ai dit au début, ils sont très contents d'eux, les créateurs, et ils arrêtent. Donc c'est les humains qui prennent le relais. Parce qu'ils savent que si la création s'arrête, c'est une catastrophe. Il n'y aura plus d'animaux, on ne pourra plus chasser, ça va être l'horreur. Il n'y aura plus d'humains, les femmes ne vont plus enfanter, ça va être terrible. Ça va être la fin du monde. Alors, il faut faire quelque chose pour raviver la création, pour faire que la création continue. C'est une création continue, pas une création qui a lieu qu'une seule fois. Et pour ça, les humains ont pris la coutume de se livrer à des rituels, c'est-à-dire faire des choses qui aident, ben là, dans ce cas-là, la création. Alors, par exemple, vous avez un endroit du monde, ça se fait dans beaucoup d'endroits du monde, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est au Guatemala. Vous avez une grotte en haut d'une montagne. Dans la langue locale, cette grotte, elle s'appelle la grotte de l'émergence, quand on traduit. On peut pas faire mieux. Les gens racontent que leurs ancêtres sont sortis de la grotte, et puis les animaux, un jour, comme ça, etc. Mais qu'il faut retourner tous les ans en pèlerinage à la grotte, parce que sinon, ce sera la fin du monde. Il faut retourner, il faut allumer un feu dans la grotte, il faut chanter les chants qu'on a appris quand on était petit. Il faut danser les danses qu'on a appris à faire pour cette occasion-là. Il faut faire tout le rituel pour que la création continue. Si on ne faisait pas ce rituel une fois par an, bientôt ce serait la fin du monde. Les gens ont fait ça depuis bien longtemps, mais il y a eu l'exode rural. Ils sont partis bosser à la ville, ou bien vivre. Ils bossent à la ville, c'est loin de la montagne. On la voit au loin, la montagne. Pour aller jusqu'en haut, c'est 2 jours ou 3 jours de marche. Autant pour revenir. Et ouais, dans un week-end, on ne peut pas aller faire le rituel. Donc c'est horreur. Ils ne peuvent plus faire leur rituel. Ça veut dire que s'ils ne le font pas, comme le mythe dit toujours le vrai sur le monde, ça va être la fin du monde. On ne peut pas faire pire comme situation. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? En pleine ville, ils ont construit des grottes en parpaing. C'est des confréries chrétiennes qui s'en occupent, qu'on appelle les cofradías. Dedans, il y a même une statue de Saint-Martin, parce que tout ça, ça fait un gros syncrétisme. Vous avez aussi vous avez le serpent à plumes, vous avez tout un gros mélange. Mais ce qui est très important, c'est que c'est la grotte de l'émergence qui a été reconstruite là, parce que selon leur point de vue, peu importe où, bien sûr, ils savent que c'est là-haut. Mais là-haut, c'est un accès pour le monde souterrain. Et depuis longtemps, ils avaient coutume de faire le rituel quand ils étaient en voyage, par exemple, loin, qu'ils ne pouvaient pas aller à la grotte. Ils faisaient le rituel n'importe où. Il suffit d'être dans un endroit où il y a la terre, on creuse un peu, et symboliquement, on a accès à l'autre monde, et on peut raviver la création. Donc là, ils le font dans ces grottes en parpaing. Et dans ces grottes en parpaing, ils n'ont pas fait des peintures d'animaux, comme ils faisaient dans la grotte autrefois, où on repeignait les animaux pour les ressusciter au sens très fort du terme, pour leur redonner vie, pour raviver la création. Et bien là, au lieu de faire des peintures, il n'y a plus le temps maintenant, tout ça, puis qui c'est qui va faire ça, hein, ils ont accroché partout des animaux empaillés. Et tous les ans, ils font le même rituel ici en pleine ville. Je pense que c'est exactement ça qui s'est passé dans les grottes de Lascaux et de Chaume.